Bienvenue les Lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les Lutétiens pensent tout bas. Et oui, je vous ai pas oublié, évidemment que je vous ai pas oublié. C'est pas parce que je fais des vidéos de Blood Bowl Online et qu'on vient de lancer à l'instant ce jour qui est le 1er avril. C'est pas un poisson, c'est vrai, c'est une vraie vidéo aujourd'hui. On a lancé la Lutescope Online avec une place qualificative pour la Coupe du Monde, que je vous ai oublié et que je ne fais pas mes vidéos concernant notre championnat préféré, notre championnat le plus important au monde, qui est la Lutescope elle-même. Je vous avais promis cette vidéo, je la fais et je la poste, j'espère, aujourd'hui même. On parle évidemment du résumé de la totalité des 10 journées jouées déjà, alors qu'on est déjà à la 12e journée, presque 13e en fait, qui est entamée en vrai. Donc je suis un petit peu en retard, c'est vrai, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Faisons un résumé complet des deux premiers tiers de la saison, sachant que ma dernière vidéo, rappelez-vous, ne parlait que du deuxième tiers. Hein. On était bien concentré que sur les 5 derniers matchs. Cette vidéo aussi, elle résume, elle fait un résumé global, un résumé complet de la totalité des 10 journées. On regardera rapidement quels sont les rosters qui perfent depuis le début de la saison, pas seulement sur le dernier tiers, et quels sont les rosters qui sont vraiment au fond des abysses. Et on fera évidemment un point particulier sur les perfs individuels, en tout cas les meilleurs et les pires. On fera une analyse plus globale, joueur par joueur, dans une troisième vidéo qui arrivera, je l'espère, d'ici la fin de la semaine. Sachant que j'ai quand même pas mal de vidéos à tourner, puisque là, encore une fois, la Lutescope Online a été lancée, que je ferai quand même des vidéos là-dessus. Mais on va y arriver. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on parle évidemment, donc, comme je disais, des stats générales sur la totalité des 10 journées, ce qui nous permettra ensuite de faire un récap du prix du meilleur chasseur. Évidemment, vous l'attendiez, le prix du meilleur chasseur qui bat son plein. Petit spoil déjà, un de nos joueurs a battu le record absolu dans cette compétition qui est le meilleur chasseur. Cette année, c'est battu. Vous savez déjà, j'imagine, de qui il s'agit, mais on le découvrira tout à l'heure. Et puis on fera aussi un tour du côté du gratin de nos meilleurs joueurs sur les pelouses, des meilleures figurines en fait, des meilleurs compétiteurs, non pas des coachs mais des meilleurs compétiteurs, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi là-dessus, étant précisé que évidemment que comme on s'y attendait, il n'y aura pas de mer access évidemment cette année. La compétition est beaucoup plus stable, beaucoup plus nuancée, avec pas mal de têtes en fait qui surgissent, mais il n'y a pas de véritable champion qui surnage et qui pourrait entrer au Panthéon comme l'a fait Mer Access de Zaiko, on le rappelle, l'année dernière. Bon, allez, commençons très vite et rapidement, et très vite et rapidement, pour regarder les stats générales des rosters. Allez, c'est parti, zou. Alors, vu que je suis un peu en retard et que bah, les vidéos, c'est long à tourner et c'est surtout beaucoup plus long à les monter, je vais aller à l'essentiel et je vais vous montrer les tableaux un peu à l'ancienne. Hein. Je ne vais pas faire de mise en page, malheureusement, j'aurai pas le temps. J'aurai tout simplement pas le temps parce que c'est ce que prend le plus de temps, c'est de vous faire des petits scripts qui apparaissent sur l'écran, qui disparaissent. Ça, c'est vraiment très chronophage. Donc, allons à l'essentiel, allons sur les tableaux. On va comparer mon tableau à moi avec celui de Courchevel, naturellement le tableau de Courchevel, que vous trouvez ici, ouais, à droite du coup de votre écran. Ça, c'est un résumé du tableau de Courchevel qui résume en fait le pourcentage de points pris par roster par rapport aux points totaux que le roster pouvait prendre. Mon tableau à moi, celui à gauche, hein, celui que vous avez là, à gauche, là, plus loin là-bas, plus loin, voilà. Eh bien, celui-là résume en fait tout simplement la moyenne de points pris par roster, tier 1, tier 2 et la totalité sur les 10 journées jouées. Et on voit bien que, si vous regardez en détail, ben, les deux tableaux, celui de Courchevel et le mien, se recoupent. On a bien en fait des équipes de 4 rosters qui se suivent. On a d'abord en tête, évidemment, les Skaven, les Amazones, les Nains du Chaos et un petit peu en dessous, mais pas très loin, les Morts-Vivants. C'est vraiment les 4 rosters de tête, ceux qui performent depuis le début de la saison, avec plus ou moins des hauts et des bas, mais toujours dans le top 4, dans le top 5. Évidemment, les Skaven, après un démarrage en fanfare,
un deuxième tiers de la saison un petit peu en deçà, mais de toute manière à la troisième place quand même sur le deuxième tiers de la saison, hein, les Scaven. Bah, finalement, évidemment qu'ils finissent en tête sur la totalité des 10 journées jouées, ils finissent en tête comme le roster le plus efficace. Rappelez-vous, dès le début de la saison, dès le draft, je vous avais dit, les Scaven, ils vont dominer le championnat. C'était écrit, c'était évident, ça me paraissait évident, et effectivement c'est le cas. 795 points en moyenne de prix par équipe et par match sur la totalité des 10 journées, presque 2 points par match. Bah, c'est quoi? C'est un roster champion, c'est un parcours de champion. Évidemment, on va avoir au moins 4, voire 5, et peut-être même 6, qui sait, équipes Scaven en playoff, en tout cas en barrage des playoffs déjà. C'est énorme, c'est tout simplement énorme, mais on s'y attendait. Les Amazones, c'était un petit peu l'inconnu. C'était un nouveau roster chez nous cette année. On voit que ça performe. Alors, certes, il y a quelques vétérans qui les jouent. Il y a surtout Nick Appel-Propre qui domine le championnat de la tête et des épaules. Pas grand-chose à dire, sinon que oui, c'est un roster finalement à la lutte très très efficace. Déjà, ça l'était par le passé. On a eu un petit trou les saisons dernières où il y avait très peu de roster Amazon joués. Cette année, avec effectivement la nouvelle mouture du roster, elles ont ressurgi. Et rien à dire, c'est vraiment un roster qui performe de feu de Dieu. Deuxième ou troisième meilleur roster sur le premier tiers. Deuxième meilleur roster sur le deuxième tiers. Voilà, elles sont à 1,78 points de prix en moyenne par équipe et par match. C'est presque autant que les Scaven en vrai. Hein. C'est à peine 0,2 points de moins que les Scaven. Voilà, elles se suivent, les Amazones et les rats se suivent. Autant vous dire, voilà, on aura évidemment au moins 3 voire 4 équipes, sinon 5 équipes Amazon en playoff. Je crois, il y a un coach qui est un peu en deçà. Et oui, c'est Imuserg, forcément. Mais bon, Imuserg ne compte pas là-dessus. Lui, il est parti sur le crampon d'or. Et Garden qui est aux portes, on verra plus tard dans une deuxième vidéo, mais qui a eu une fin de saison mais stratosphérique, hallucinante au niveau de la combativité, au niveau de l'adversité. Et donc, pas sûr que Garden passe. Pour les autres, à mon avis, ça devrait le faire. Même Chouf qui se reprend très bien. Donc on verra ça, mais vraiment les Amazones performent vraiment merveilleusement. Les nains du chaos et les morts-vivants se suivent également. Hein. On voit bien que les nains du chaos, ça finit à 1,66 et les morts-vivants à 1,6 points par équipe et par match. Pareil, c'est des rosters dont on verra plusieurs représentants forcément en barrage de playoff, hein, ne serait-ce qu'en barrage de playoff, mais on en aura au moins un de chaque, voire deux de chaque, un de chaque, on va dire, en huitième. En tout cas, pour les morts-vivants, presque. Peut-être deux pour le mort-vivant, parce que Scripting Kiss défouraille tout sur son passage pour sa première saison de la Lutèce. Donc vraiment, c'est vraiment les 4 rosters de tête. Derrière, belle surprise. Alors derrière, c'est vraiment des rosters qu'on attendait à peu près là où ils sont. À part les Renégats du Chaos, peut-être. Les Renégats du Chaos qui performent grâce à un deuxième tiers de la saison incroyable. Presque 2 points par match par équipe de prix. Je vous rassure tout de suite, c'est beaucoup moins bon sur le troisième tiers. On pensait que ça allait être meilleur, mais pas du tout. Donc il se calme. En vrai, c'est Ashram, encore une fois, c'est Ashram qui vraiment surnage avec ce roster-là et qui le maintient à flot. Pour les deux autres coachs, dont moi, c'est un petit peu plus compliqué. On ne parle pas de ceux qui sont derrière encore, parce qu'on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, même si leur deuxième tiers était très bon, mais ils s'effondrent dès le troisième tiers et ça va ne faire que empirer avec la 14e et 15e journée, évidemment, pour l'équipe de Buckler et Diaouche. Malgré tout, les Renégats sont là, à la 5e place du podium sur la totalité des 10 journées. 1,53 points de prix, c'est une belle surprise. Honnêtement, moi, je ne les attendais pas aussi haut. Bon, il y a Ashram, encore une fois, je suis d'accord. Les Slans, qu'on attendait à peu près là, ils ont parfait merveilleusement bien sur le début de la saison. Vous voyez sur le tiers 2, ils ont perdu énormément de points. C'est pratiquement le roster qui a perdu le plus de points entre le T1 et le T2. Ils finissent donc en une moyenne de 1,42 points par match par équipe. C'est pas une mauvaise moyenne pour les Slans. On sait que c'est un roster avec qui c'est très compliqué à démarrer à la vitesse, qui performe mieux plus la saison avance. Là, ils ont fait un petit peu l'inverse. Ils ont démarré en trombe et ils se sont beaucoup calmés sur le deuxième tiers, notamment l'équipe de SSB, évidemment, qui a connu défaite sur défaite. À l'inverse de Mac Big Burger, qui n'arrête pas de nous étonner. Ça y est, il a compris comment faire fonctionner ses grenouilles. C'est le meilleur slan de la saison actuellement dans la forme actuelle, MBB. C'est incroyable. 1,42 points.
En tout cas, c'est une bonne perf pour les Slans. Je ne les attendais pas aussi haut. Je les attendais à peu près là, à peu près au milieu de tableau, mais 1,42 points, c'est quand même un beau score. Les orques et les unis représentés polyvalents, c'est à peu près ce qu'on attendait d'eux. 1,415 points pour les orques, 1,4 points pour les unis représentés polyvalents. Que dire, les orques, c'est vraiment le roster qu'on attend toujours moyennasse. Voilà, c'est le roster moyennasse. Ça se bagarre, ça performe plus ou moins. Il y a quelques équipes qui se qualifient toujours, qui arrivent toujours à se qualifier en playoff. Évidemment, en playoff, ça s'effondre. Quoi qu'il en soit, voilà, ils sont là où on les attendait. Les unis représentés polyvalents également, parce que d'une part, c'est des Norsk, même si c'est un nouveau coach qui les joue, les Norsk, c'est toujours solide. Et la noblesse impériale, c'est toujours la grande inconnue avec la noblesse impériale. Il n'empêche que c'est cette année joué par Pedro et la Reine, deux coachs vétérans, dont Pedro, un des coachs les plus expérimentés de ce jeu dans l'Hexagone. Donc voilà, on les attendait à peu près en milieu de tableau. Ils sont là, ils sont bien présents comme on s'y attendait. Et derrière, il y a quand même deux poules d'équipes pour qui c'est pas énorme, voire catastrophique. D'abord, les elfes noirs, les unions représentées bagarreurs, les hauts elfes et les nécromantiques, qu'on attendait à une bien meilleure place que ce qu'ils sont, en tout cas une bien meilleure moyenne de points que ce qu'ils ont fait. Alors, d'abord, les elfes noirs, ils ont eu vraiment un début de saison catastrophique avec 1,13 points de prix. Et ils ne sont rattrapés que sur le deuxième tiers de la saison, 1,46 points pris par équipe et par match. Ils finissent à 1,295. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Moi, j'attendais à beaucoup mieux de la part des Druki. Là, pour l'instant, je crois qu'on n'a qu'une seule équipe de qualifiables en playoff, à savoir celle de Hoon et Funny Valentine. À mon sens, c'est pas assez, sachant que les Druki, c'est 6 équipes cette année d'engagés. Je les attendais à beaucoup plus haut que ce qu'ils ne sont en moyenne. C'est vraiment très bas. C'est une très basse moyenne pour un roster qui est plutôt très efficace à la Lutèce. Et les unis représentés bagarreurs, c'est la même chose. Eux, c'est encore plus catastrophique. En tout cas, le gap entre le premier tiers et le deuxième tiers est énorme. 1 point seulement de prix sur le premier tiers. 1,55 sur le deuxième tiers. Ils se redressent sur la fin du deuxième tiers de la saison. Ça fait une moyenne de 1,27 5 par équipe et par match sur la totalité des 10 journées. C'est pas énorme, sachant les coachs qui ont drafté ces rosters bagarreurs. Donc je rappelle Norgel, Kemri, Kao et Nain. En vrai, il y a Dritz et Zaiko qui performent avec leurs équipes. Le Liquid et Squeeze, pardonnez-moi, le Liquid et Squeeze qui ont mi figue mi raisin en réalité, et Fracasse qui est au fond du trou. Qui baisse beaucoup les stats des unions représentées bagarreurs. On aura peut-être 2 équipes de qualifiés en playoff, peut-être. Ils se bagarrent, mais c'est quand même décevant de leur part, sachant que c'est quand même au moins 3 sur les 4 coachs des grands vétérans de la Lutèce. Les hauts elfes, pareil, les hauts elfes, on les attendait beaucoup, beaucoup mieux. Ils s'effondrent, eux, totalement sur le deuxième tiers. Vous voyez, ils commencent à 1,5 de moyenne par équipe et par match. Le premier tiers, ils finissent à 0,9 sur le deuxième tiers, ce qui leur donne une moyenne de 1,2 points par équipe et par match sur la totalité des 10 matchs joués. C'est insuffisant. J'ai carrément peur de voir Martoni et Luix ne pas se qualifier en playoff, sachant que pour Nico, c'est déjà fini. C'est déjà la chocolate qui s'annonce pour Nico. Donc, ne pas voir de haut elf en playoff, en tout cas en barrage de playoff, alors que les coachs qui les jouent sont très expérimentés, honnêtement, c'est quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. C'est une grosse déception. Et puis, pareil pour les Nécros, je rappelle encore une fois, les Nécros, c'est le roster champion l'année dernière et l'année d'avant. C'est le roster qu'on attendait vraiment performer. Et là, regardez les stats. 1 point sur le premier tiers, 1,2 sur le deuxième tiers. Forcément, ça fait une moyenne de 1,1 point de prix seulement par équipe et par match sur la totalité des 10 matchs joués. C'est insuffisant. Même si Akhtar se redresse très bien sur le troisième tiers, peut-être qu'il réussira à qualifier son équipe en barrage des playoffs. Pour Epagnol et Azmogi, c'est déjà la fin, les carottes sont cuites malheureusement pour eux. Mais il y aura peut-être, alors ce serait un miracle, il y aura peut-être une équipe nécro qualifiée, mais il faut que Akhtar gagne ses deux derniers matchs et il les qualifiera peut-être. En tout cas, on suivra ça avec attention. Et puis derrière, 4 rosters pour qui c'est la dèche totale. Hein. Les Minus, on l'avait dit, ils avaient commencé superbement, 1,3 points de prix par équipe et par match sur le premier tiers. Ils finissent à 0,7 le deuxième tiers. Ça fait une moyenne de 1 point seulement par équipe et par match. Après, les Minus, on ne va pas les accabler. De toute manière, Courchevel, voilà, on sait qu'il a énormément du mal, même si voilà, il arrive à faire quelques exploits.
Poire Abricot nous étonne toujours avec son roster ogre, ou plutôt son roster Griff Oberwald, accompagné de quelques joueurs lambda, on va dire de quelques gardes du corps ogre. Eh bien, il performe avec. On ne devrait pas appeler ça le roster ogre, on devrait appeler ça le roster Griff Oberwald. En tout cas, il performe très bien avec. Dernière victime en date, ni plus ni moins que Sebotuno, un des grands coachs français de Blood Bowl, qui se fait dégommer 3-1 par Poire Abricot. Bon voilà, que voulez-vous, c'est Griff Oberwald marque les 3 touchdowns. Merci, au revoir. Rideau, merci, fini, c'est fini. On boucle tout, on ferme la revanche, c'est fini. Non, quoi qu'il en soit, c'est très moyen. Le 1 point seulement, c'est très moyen, même si Poire Abricot arrivera peut-être à qualifier ses ogres en playoff. Et derrière, 3 rosters pour qui, voilà, vous le savez, je l'ai déjà dit, mais c'est la cata. Donc d'abord, les humains qui ne survivent que grâce à la RIC, ils font 975 points par équipe et par match sur la totalité des matchs joués. Ça va un petit peu mieux sur le deuxième tiers, comme je le disais dans la précédente vidéo, mais le premier tiers a été catastrophique. Donc du coup, ils n'ont même pas 1 point par équipe et par match en moyenne, sachant que les 2 autres coachs, PJ et Johnny Velociraptor Ivanovic, c'est vraiment la catastrophe industrielle pour eux. Donc il n'y a que Alaric là, qui arrive à tenir à flot ce roster. Et lui, il va le qualifier en playoff pour le coup. Et derrière, 2 autres rosters pour qui c'est fini. Enfin, je veux dire, ils ne seront pas en playoff et ils seront vraiment au fin fond du classement. Les hommes lézards, et là je suis vraiment déception parce que j'attendais beaucoup de ce roster. Mais là, ni Crouch ni Aplo n'ont réussi à faire quoi que ce soit avec. 0,75 points de prix par équipe et par match avec des hommes lézards, sachant que c'est un des rosters hyper efficaces à la vitesse. C'est vraiment insuffisant. Regardez le deuxième tiers, 0,6 points pris seulement par équipe et par match. C'est encore moins que le premier tiers. C'est vraiment la dèche totale. Et puis les unions représentées agiles, là c'est vraiment, on est au fin fond du trou avec Yeti Six et Pixman. Même si Pixman se relance un petit peu sur le troisième tiers, Yeti, c'est que des défaites sur le deuxième tiers et même sur le premier tiers, c'était très difficile pour eux. 0,6 points pris en moyenne par équipe et par match sur le premier tiers, 0,3 points pris sur le deuxième tiers, ça fait une moyenne de 0,45 points, 0,45 points pris par équipe et par match sur la totalité des 2 tiers déjà joués, des 10 journées déjà jouées. C'est vraiment la cata totale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pire que Clermont cette année en Ligue 1, c'est pire que Marseille, on va dire carrément. C'est vraiment la dèche totale. On est désolé pour ces 2 coachs, mais vraiment là, le roster agile, en tout cas Bafon plus Union Alfic, on savait que ça allait être compliqué pour eux. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué, aussi difficile, aussi pourri en réalité pour ces rosters-là. Une saison vraiment, vraiment pourrie. J'espère pour eux juste qu'ils finiront un petit peu mieux la saison que ce qu'ils ont vécu jusque-là. Et puis si on regarde donc le tableau de Courchevel, on retrouve à peu près les mêmes rosters en tête et en bas du classement. Les différences notables, elles sont vraiment très, très minimes, c'est-à-dire le pourcentage de points pris par point maximum. Vous voyez qu'il y a quelques évolutions, par exemple. On retrouve les 5 premiers en même place, Skaven, Amazon, Nain du Chaos, Mort-Vivant et Ronega. Derrière, les unions représentées polyvalents, pourquoi ils ont un meilleur total de points pris par rapport au point max, par rapport à des rosters comme les Slans ou les Orcs, tout simplement parce qu'ils sont moins nombreux. Tout simplement, ils sont que 2 représentés, alors que les Slans et les Orcs sont 5 ou 6. Et donc, vous voyez que forcément, plus il y a d'équipes pour un roster, plus c'est difficile de perfer dans le tableau de Courchevel, en tout cas de prendre le max de points, alors que la moyenne de points parfois est meilleure. Vous voyez que, alors elle est meilleure, ça se joue en centième de points, mais elle est quand même meilleure. Les Slans par exemple, c'est 1,42 points pris en moyenne sur la totalité des 10 journées, même si le total de points pris par rapport au total de points max, c'est 47%, pardonnez-moi, 47%, alors que les unions représentées polyvalents, c'est 50%, alors qu'ils ont une moyenne de 1,4 points pris par équipe et par match. Bon voilà, c'est des maths, c'est des stats. Sachez que si vous voyez des différences là dans ces 2 tableaux, c'est parce que certains rosters sont plus représentés et donc dans le deuxième tableau, c'est plus difficile pour eux d'avoir un meilleur pourcentage de points. Mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez à peu près les mêmes équipes d'un tableau à l'autre. L'important à garder en tête, c'est les 4 équipes, les 4 rosters de tête, Skaven, Amazon, Nain du Chaos et Mort-Vivant qui performent, et les 4 rosters qui sont dans les méandres du classement, à savoir les Minus, les Hommes Lézards, les Humains et les Unions Représentées Agiles, même si parmi eux, il y a quand même quelques individualités qui s'en sortent mieux, comme Alaric, comme Poire Abricot.
principalement eux, en vrai. Voilà. Alors, petite anecdote et petit détail, j'ai pas fini avec les stats, vous imaginez bien, j'ai pas fini avec les stats générales par roster. Et je me suis amusé tout simplement à donner les moyennes du classement par équipe et par roster, une moyenne de points que les coachs ont déjà pris. Hein. Alors rien à voir avec ces tableaux-là, où là c'est les moyennes de points par journée. Là c'est vraiment la moyenne de points par équipe sur la totalité des 10 journées jouées. Et puis j'ai fait un petit ratio points sur classement. Et vous voyez que c'est les mêmes équipes qui sont devant forcément et les mêmes équipes qui sont derrière. On a les Skaven en tête avec un classement moyen de 15,5e place. Derrière, c'est les morts-vivants qui se sortent mieux que les Amazones. 22e,2 place, alors que les Amazones sont 22e,6 place. Bon, ça se joue à pas grand-chose. Et les nains du chaos, ils ont une position moyenne de 23. Ça permet de voir combien à peu près d'équipes il y aura, sachant qu'il y a 24 équipes qualifiées en playoff. Là, on voit que grâce à ce tableau-là, on peut voir que ces 4 premiers rosters, donc Skaven, Mort-Vivant, Amazon et Nains du Chaos, forcément, ils sont en moyenne dans les 24 places du classement des playoffs. Donc on peut dire qu'ils auront à tout le moins, au moins la moyenne de leurs équipes, la moitié, pardon. Ils auront au moins la moitié de leurs équipes qualifiées en playoff, que ce soit les Skaven, les Morts-Vivants, les Amazones ou les Nains du Chaos. Voilà, c'est un petit détail, un petit tableau, mais qui permet d'analyser ça comme ça. Et on retrouve ça la même chose. Alors pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais au niveau des moyennes de la moyenne de points par équipe, on a les 4 premiers, pareil, Skaven, Amazon, Nains du Chaos et Morts-Vivants. Alors, ça bouge entre Amazon et Nains du Chaos ici. Bon, ça, c'est parce qu'il y a des différences. Les Amazones, par exemple, ont plus de points en moyenne que les Nains du Chaos. Les Nains du Chaos ont un peu moins de points. Mais pourquoi et les Morts-Vivants ont encore moins de points. Mais pourquoi les Morts-Vivants sont à une meilleure moyenne par rapport aux Amazones et aux Nains du Chaos, tout simplement parce que, par exemple, ils ont marqué plus de touchdowns, donc ils ont un meilleur goal average, et donc ça les fait monter, certaines équipes au niveau du classement dans le goal average, alors que ça en fait descendre d'autres par rapport au goal average qui est moins bon pour les Amazones et les Nains du Chaos, tout simplement. Voilà. Bon, je ne vais pas épiloguer sur ces tableaux-là. Évidemment, le ratio points par classement est exactement le même. Skaven, Amazon, Nains du Chaos et Morts-Vivants, les 4 premiers, les 4 meilleurs rosters. Et les 4 moins bons, pour le coup, ça change un petit peu. C'est les Nécros qui ont un moins bon ratio points par classement. Ça se joue à pas grand-chose par rapport aux Minus. Vous voyez bien que les Minus sont à 0,266 points, alors que les Nécromantiques sont à 0,255. Hein. C'est vraiment un dixième de point seulement qui les différencie. N'empêche que ça veut dire que par rapport au total de points pris, les Minus ont un meilleur positionnement que les Nécromantiques. Ce qui se voit d'ailleurs dans le premier tableau. On voit que les Minus sont à une 37,5e place moyenne, alors que les Nécros sont à une 43e place moyenne, parce que tout simplement, ils ont un goal average, un touchdown average, pardonnez-moi, vraiment pourri, et surtout beaucoup moins bon que les Minus. Voilà. Et on retrouve les 4 ou les 5 pires des équipes, Minus, Nécro, Humain, Homme Lézard et Union Représentée Agile aux dernières places, forcément. Et puis le ventre mou, ça commence de la 5e à la 11e, 12e place, avec à peu près les mêmes équipes qui sont un peu en déception, et les mêmes équipes comme les Slann, les Orcs ou les Renégats qu'on retrouve là où à peu près on les attendait. Donc rien de nouveau sous le soleil, on va dire, sur ce deuxième tiers de la saison. Sinon, encore une fois, que les Skaven défouraillent tout. Les Skaven sont vraiment le roster qu'on attendait et qui nous montre qu'ils sont effectivement les meilleurs cette saison, pratiquement dans tout. Ce qui me permet de faire effectivement une transition par rapport aux Skaven, parce qu'on va regarder maintenant en détail les différentes stats, les touchdowns, les blessures, les sorties, les passes, etc. Les stats globales, les stats générales maintenant, stat par stat. Et on verra que les Skaven dominent de la tête, des épaules, du museau, de la queue, ce que vous voulez, les tableaux des statistiques. Allez, on regarde ça en détail. Alors, commençons par les touchdowns. Alors, j'espère qu'on le verra bien sur l'écran, mais je pense que j'ai suffisamment bien agrandi les tableaux pour qu'on le voit. D'abord, les touchdowns, on voit dans le premier tableau, là, ici, à gauche, donc,
qu'on a une moyenne générale par équipe donc, de 11,58 touchdowns de marqués cette saison sur les 10 journées jouées. C'est moins bon, c'est un résultat moins bon que l'année dernière. L'année dernière, à la même période, on était à 11,76. Donc on marque un petit peu moins de touchdowns globalement que par rapport à la saison dernière. Ça fait une moyenne de 1,158 touchdowns par équipe et par match. On était 1 à 176. Vous voyez, l'écart n'est pas non plus stratosphérique. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on marque quand même moins de touchdowns que l'année dernière. Le meilleur roster, comme je disais, c'est les Scaven, forcément. 17 touchdowns de marqués par équipe en moyenne. Ça fait 1,7 touchdowns par équipe et par match. Presque 2 touchdowns par équipe et par match. C'est un superbe score. Derrière, les Amazones qui performent. 13,4 touchdowns de marqués par équipe en moyenne sur les 10 journées jouées. Et les Slans qui performent plutôt pas mal au niveau des rosters. 13 touchdowns de marqués en moyenne par équipe, encore une fois, sur les 10 journées jouées. Très beau résultat des Slans. Alors, c'est dû notamment, essentiellement grâce à Olivier Dulac. Vous voyez dans le tableau à côté. Il est 3e meilleur marqueur. Le deuxième meilleur marqueur sur les 10 journées jouées, c'est Nabolo, le Scaven. Bravo Nabolo. C'est un super attaquant, on le voit. Et puis les premiers, c'est en individuel ceux qui dominent les débats, mais vraiment de tout ce que vous voulez. De la pointe des cheveux jusqu'à l'angle du petit orteil. C'est en passant par le nerf sciatique. C'est Nika Pallepropre, 23 touchdowns de marqués en 10 journées, 2,3 donc en moyenne par match. Énorme résultat pour Nika Pallepropre. Les moins bons, c'est les unions représentées agiles, seulement 7,5 touchdowns de marqués par équipe sur les 10 matchs joués. C'est une moyenne de 0,75 donc par équipe et par match. C'est facile, vous divisez par 10, c'est simple. Derrière les Hommes Lézards, pareil, sachant que c'est un roster quand même qui est très performant en attaque, 8,5 touchdowns de marqués seulement en 10 journées, c'est catastrophique pour les Hommes Lézards. Et puis les unions représentées athlétiques ou bagarreurs, appelez-les comme vous voulez, 8,75. Alors eux, on sait qu'ils ont plus de mal à marquer, beaucoup plus de mal à marquer que les Hommes Lézards, mais vous voyez, l'écart est vraiment très petit entre les Hommes Lézards et les unions représentées bagarreurs ou athlétiques, qui sont même meilleurs que les Hommes Lézards. C'est pour vous montrer la sous-performance des Saurus, des Sauriens. C'est catastrophique pour les Sauriens. Et donc les plus mauvais marqueurs, c'est Aplo. Le plus mauvais pour l'instant, c'est Aplo. Il n'a marqué que 3 touchdowns en 10 journées. 3 touchdowns. Je ne sais pas quoi te dire, Aplo. Il faut que tu prennes des cours avec tes potes. Il faut qu'ils te montrent comment marquer avec des Hommes Lézards, parce qu'en réalité, c'est facile de marquer avec des Hommes Lézards. C'est plus dur à défendre, mais marquer, c'est facile. Et puis derrière, on a 3 coachs, enfin 4 parce qu'il y a une doublette, qui n'ont marqué que 5 touchdowns. Mike Brandt, pour qui forcément c'est aussi comme appelons un nouveau. Johnny Velociraptor également, c'est un nouveau, et avec des humains, on voit quand même qu'il a du mal. 5 touchdowns. Et puis les Top Gun, les pilotes de chasse, Buckler et Yaouch, 5 touchdowns de marqués seulement en 10 journées. Ça fait un touchdown tous les 2 matchs. Ça tombe bien, vu qu'ils ont marqué à la 13e journée, du coup, ils ne marqueront pas à la 14e, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Pourquoi je le dis ? Parce qu'ils jouent contre moi, tout simplement. Non, mais saison pourrie pour Buckler et Yaouch. Alors qu'avec des Renegades, normalement, on doit pouvoir marquer plus qu'un touchdown tous les 2 matchs. Alors, si évidemment on marque moins de touchdowns, c'est que les défenses sont plus solides, elles sont moins poreuses, c'est qu'on défend mieux. Bon, les stats sont les mêmes, je ne vais pas vous le refaire, mais donc du coup, on défend mieux que l'année dernière. Alors, il y a plein d'explications à cela. La première, essentielle, et elle va nous suivre tout le long de ce développement, c'est évidemment le fait qu'il y a moins de minus cette année par rapport à l'année dernière. Forcément, les minus, c'est pas ceux qui ont les meilleures défenses, et c'est quand même les rosters à qui il est plus facile de mettre des mines si on commence à leur sortir des joueurs. Donc, voilà, on défend mieux, forcément. Et les meilleurs défenseurs sur la totalité des 10 matchs joués, ce sont les Nains du Chaos. Les Renegats, c'était les meilleurs défenseurs sur le deuxième tiers, mais sur la totalité des 10 journées, c'est les Nains du Chaos. 8,6 touchdowns encaissés par équipe au total. Ça fait 0,86 par équipe et par match en moyenne. Bon, les Renegats sont vraiment, vraiment juste derrière. 8,66 seulement par équipe et par match. Par équipe, et donc 0,866 par équipe et par match de touchdowns d'encaissés. Et enfin, les Amazones et les unions représentées athlétiques, c'est 10 touchdowns encaissés seulement en 10 journées, soit un touchdown par match. En réalité, voilà, la moyenne est simple à calculer pour le coup. Donc voilà les rosters les plus solides. Honnêtement, les Amazones, moi je ne les attendais pas à ce niveau-là.
Les nains du chaos, on pouvait s'y attendre. Moi, j'attendais plutôt les orques que les renégats du chaos. Mais bon, les renégats performent. C'est un roster solide, finalement. Les juniors représentés athlétiques, oui, on savait que c'était des très bons défenseurs. Les Amazones, je vois encore une fois un roster nouveau. Ils prouvent que c'est des super défenseurs. Donc, si vous voulez avoir un roster très performant en défense, vous pouvez jouer Amazon. Maintenant, c'est confirmé par les Lutétiens, c'est sûr. Et les meilleurs Lutétiens en individuel en tant que défenseur, il y en a trois, mais deux équipes. Ashram, déjà, bravo Ashram, 4 touchdowns encaissés seulement. Et puis surtout, Nick Appel le propre. Meilleur attaquant, mais aussi meilleur défenseur, 4 touchdowns encaissés. Donc 23 touchdowns marqués, 4 touchdowns encaissés. Moi, on arrête, moi j'arrête là, je termine cette vidéo. Ça sert à rien d'en parler, c'est les meilleurs attaquants, les meilleurs défenseurs. Rideau, on ferme tout, on leur donne la coupe, merci, on part en vacances, salut, au revoir. Allez, je vais boire un pastis parce que j'en ai marre de commenter. Ah, stop, ça suffit, ça suffit. Qui va les battre? Qu'est-ce que je dois faire pour que quelqu'un arrive enfin à les battre? On va pas commencer à sortir les valises pleines de billets parce qu'on les a pas déjà. Puis la Lutèce commence, les caisses sont creuses, ça sonne vide. Allez les gars, on se réveille là, faut les battre, c'est pas possible, moi je dis. Meilleurs attaquants et meilleurs défenseurs, à égalité avec Ashram. Deuxième, derrière, c'est Botono, c'est là qui montre que les nains du chaos sont quand même solides, 5 touchdowns seulement d'encaissés, donc un touchdown d'encaissé tous les 2 matchs seulement. Et puis 3 coachs qu'on connaît solides, Galadjin, le Doc et Dritz, donc des orques, des nains, du chaos et le chaos. 6 touchdowns seulement d'encaissés. Bon, Dritz, on le sait, meilleur défenseur à la Coupe du Monde, il est là. À la Lutèce également, il montre qu'il défend vachement bien, super bien. Donc rien à dire, c'est des coachs vétérans, sauf Galadjin, qui nous surprend par sa résistance et sa fougue. Bravo aussi à lui. Les plus mauvais, les unions représentées agiles, 18,5 touchdowns d'encaissés par équipe sur les 10 journées jouées, ça fait presque 2 touchdowns d'encaissés par équipe et par match, 1,85 en moyenne par équipe et par match, c'est trop, c'est énorme. Et derrière les Minus, mais surtout les OELF. Les OELF, on les connaissait comme étant des bien meilleurs défenseurs que ce qu'ils ne sont là. Catastrophique pour eux, 16,5 touchdowns d'encaissés par équipe sur la totalité des 10 matchs joués. Vous imaginez 1,65 touchdowns d'encaissés par équipe et par match pour les OELF. Pour les Minus, on s'y attendait, mais pour les Elf, c'est catastrophique. Et enfin, les humains, on sait que c'est un roster pour qui ça a été très difficile cette saison. 1,43 touchdowns d'encaissés par équipe et par match, ça fait 14,33 touchdowns d'encaissés au total par équipe sur les 10 journées. C'est pareil, c'est une équipe qui souffre, c'est un roster qui souffre et on le voit par cette stat-là. Les plus mauvais coachs, ou en tout cas les passoires, Courchevel, Gobelin, on le sait que c'est compliqué. 25 touchdowns d'encaissés, donc il encaisse 2,5 touchdowns par match, Courchevel. Gobelin, que voulez-vous que je dise, Gobelin, ça souffre, surtout sur la fin de saison, il va continuer à souffrir, c'est évident. Yeti avec ses bas-fonds, c'est aussi moitié minus, moitié pas minus, mais normalement c'est un roster qui défend mieux. Là, Yeti, il montre qu'il a du mal avec ses rosters, forcément. 23 touchdowns d'encaissés. Et enfin, Nico et Johnny Velociraptor. Donc, Nico, le OELF qui fait baisser les stats des OELF. 19 touchdowns d'encaissés, aussi bien pour Johnny Velociraptor que Nico. Alors oui, j'avais fait des petites stats à côté aussi pour vous montrer que, par exemple, l'année dernière, le plus mauvais, à la même période, c'était Mamet. Il avait encaissé 23 touchdowns. Donc vous voyez que Courchevel bat cette limite catastrophique de Mamet de l'année dernière. Il est encore moins bon en défense que Mamet l'année dernière. Alors que en défense, la meilleure, c'était l'année dernière, c'était Azroag. Et également Nick Appel le propre, encore eux. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 saisons. Ils avaient encaissé 4 touchdowns aussi. C'était les meilleurs défenseurs. L'année dernière, ils étaient moins bien. Enfin, les meilleurs défenseurs étaient moins bons que ceux qui sont là. C'est pour ça que je ne les ai pas mis ceux de l'année dernière. J'ai mis ceux qui étaient meilleurs défenseurs, soit de l'année dernière, soit d'il y a 2 saisons. Eh bien, c'était il y a 2 saisons. Nick Appel le propre, pardonnez-moi, et Azroag. 4 touchdowns, ils avaient encaissé, donc à égalité avec Ashram. Et donc, encore une fois, Nick Appel le propre qui égalise leur meilleure défense d'il y a 2 ans. Voilà. Sur les attaques. Par contre, pardonnez-moi, je refais un peu en arrière. C'était Martoni et Luix l'année dernière qui avaient une bien meilleure attaque que les meilleurs attaquants de cette année. Ils étaient à 28 touchdowns en 10 journées l'année dernière. Nick Appel propre ne sont qu'à 23. Et en défense, il y a 2 ans, Chouf était un très bon défenseur. Non.
Et parmi les pires attaquants, il y a 12 ans, Chouf avait égalisé le record catastrophique d'Aplo de 3 touchdowns de marqués seulement. Il y a 2 ans, Chouf, c'était en écro de mémoire. Il avait vécu une saison catastrophique. Bah, voilà, Aplo suit les pas de Chouf d'il y a 2 ans. Passons maintenant à la statistique passe. Alors, les passes, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, en long et en large, c'est vraiment moyen, c'est vraiment pourri. On est à 4,25 passes au total par équipe, ça fait 0,425 par équipe et par match. Le résultat est vraiment nul, voilà, pourri. On était à 5,92 au total de passes par équipe l'année dernière, ça faisait 0,59 passes par équipe et par match. Bon, vous voyez que la différence est énorme quand même. Donc forcément, les meilleurs passeurs, c'est le OELF, on s'y attendait. 19 passes de réussi par équipe, ça fait une moyenne de 2,9 passes, presque 2 passes par match. Les juniors représentés à Gilles également, qui font quelques passes, 14,5 passes en moyenne par équipe sur la totalité des 10 matchs joués, ça fait une 45 passes de fait par équipe et par match. Et puis les humains essayent aussi. 9, presque une passe par match. 9,66 passes faites par équipe au total. Ça fait 0,96 par équipe et par match. Presque une passe par match. Et puis il y a quelques rosters qui ont fait une passe au total. C'est les nains du chaos, les slans, les renégats du chaos et les nécromantiques n'ont fait qu'une passe au total. Au total, pour toutes les équipes engagées, ces rosters-là n'ont fait qu'une passe chacun. C'est un peu dommage pour les renégats du chaos. Je m'attendais à mieux de leur part. En tout cas, au niveau, je pensais qu'ils allaient mieux perfer au niveau des lancers des gobs. Finalement, on n'y arrive pas trop. Je crois que j'en ai fait un, moi. C'était la seule passe que j'ai réussi. Lancer parfait avec un troll de mémoire ou un ogre, je ne sais plus. Et j'ai réussi à lancer mon gob. Sinon, mes compères ne font vraiment pas de passe avec leur gob. Bah, tant pis. Alors, les meilleurs passeurs, c'est Martoni et LUX. Martoni et LUX, 21 passes de réalisées. Derrière, on a Nico et Pixman. Ils se suivent. 17 passes chacun, Nico et Pixman. Sachant qu'on verra plus tard, Nico a déjà rattrapé Martoni et LUX en termes de passes. Hein. Et puis, il y en a 15 coachs qui ont fait 0 passes. 15 coachs sur les 60 engagés. Donc, on va dire c'est un quart des coachs qui n'ont pas fait de passe du tout de la saison. Un quart des coachs. Bon, on n'est pas une ligue de passeurs. Hein. Ça semble évident. L'année dernière, Azroag, à la même période de l'année, était déjà à 35 passes. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. J'ai rien à rajouter d'autre, monsieur. J'ai rien à rajouter d'autre. Allez, passons aux sorties, c'est plus intéressant. Alors, au niveau des sorties, pareil, je m'attendais à un petit peu mieux. On est à 16,26 sorties réalisées au total par équipe sur les 10 journées. On était à 17,53 en moyenne l'année dernière. Ça fait donc 1,62 sorties par équipe et par match cette année. On était à 1,75 l'année dernière. Donc on fait un peu moins de sorties, mais bon, encore une fois, ça s'explique par le fait qu'il y a moins de minus. Voilà, moins de minus, moins de sorties. C'est tout, voilà, que voulez-vous que je vous dise d'autre. Alors, les meilleurs rosters, les Renégats. Les Renégats ont tellement parfait sur le deuxième tiers qu'ils sont vraiment et d'assez loin quand même. Hein. Meilleur roster sorteur, 21,33 sorties de réaliser par équipe sur la totalité des 10 matchs joués. Les nains du chaos, qui sont des gros sorteurs aussi, sont déjà à plus de 1 point derrière, 20,6. Un peu moins d'un point derrière, 20,6. C'est quand même c'est une moyenne, donc c'est quand même une différence assez conséquente. Et puis les morts-vivants, à la 3e place seulement, ils s'attendaient certainement à mieux. Ils ne font que 2 sorties en moyenne par équipe et par match, donc 20 sorties en moyenne par équipe sur la totalité des 10 journées. Je pense qu'ils s'attendaient à mieux. Alors, ils s'attendaient à mieux, surtout un coach qui s'attendait certainement à mieux de la part de ses copains, c'est Bosque, parce que Bosque est le meilleur sorteur. Pour l'instant, c'est le bachelor de la saison. Il a 31 sorties déjà de réaliser sur les 10 journées jouées, mais vous voyez que ses potes sont loin derrière lui, parce que la moyenne est de 20, hein, donc vous voyez comment il défonce tout par rapport à ses potes. Et derrière, belle surprise, Imperator Day, le Skaven avec, on verra plus tard dans la vidéo, avec son Omra qui dégomme tous ses adversaires, 28 sorties déjà de réaliser en 10 journées. Énorme perf d'Imperator Day. Certainement cette stat-là qui lui permet de briller à la Lutèce. Donc c'est le Skaven cogneur cette saison, c'est Imperator Day. Et puis pour Abricot, avec ses ogres et Racine quand tu le prends, 27 sorties de réaliser déjà avec ses stars et ses ogres. Bravo à Abricot. Pareil, il compte véritablement sur effectivement la domination physique pour battre ses adversaires. Il y arrive plutôt bien parce qu'il est toujours playoffable. Donc bravo à lui.
Et les moins bons, bah, c'est les hommes lézards. Encore 8,5 sorties de réalisées seulement par équipe sur les 10 matchs joués. C'est catastrophique. Les hommes lézards, pareil, c'est une alliance de la vitesse et de la brutalité. Bah là, il n'y a ni vitesse ni brutalité chez les hommes lézards. Ils ne marquent pas de touchdown et ils n'arrivent pas à sortir des adversaires. Forcément, ça ne peut pas parfait le roster. Il ne peut pas parfait dans ces conditions-là. 8,5 sorties de réalisées seulement par équipe sur les 10 matchs joués. Derrière, les unions représentées agiles, 11 sorties seulement. Vous voyez, même les agiles font mieux que les hommes lézards. Que voulez-vous que je vous dise là? C'est vraiment drastique comme stat. 11 sorties de réalisées par équipe sur les 10 journées jouées. Et puis, bon, des elfes, on les attendait là, mais ils sont quand même meilleurs que les hommes lézards. Même les elfes, elfes noirs et elfes, 12,5 sorties de réalisées au total par équipe par les elfes noirs et les elfes. Vous voyez que les hommes lézards, bon, voilà, c'est la cata. C'est vraiment, ils sont dans les abysses de toutes les stats, les hommes lézards, malheureusement. Alors, les moins bons sorteurs, Aplo en Blizzard, et puis Garden en Amazon, il n'arrive pas à faire des sorties, même s'il performe plutôt bien, mais c'est pas en termes de sorties qu'il performe, seulement 7 sorties de réalisées en 10 matchs. Nico et Laertis aussi en slan, qui n'arrivent pas à perfer dans cette stat-là, 8 sorties de réalisées. Et derrière, les moins bons, Delphonix, qui avait bien commencé, mais qui ne fait qu'une sortie sur les 5 derniers matchs. Pixman et Fracas, qui sont à 10 sorties seulement de réalisées. Pour Fracas, c'est dur. Fracas, parmi les plus mauvais sorteurs, alors qu'il joue Nurgle, oui, forcément, la saison est longue pour Fracas. La saison est très longue. Sachant que, au niveau pour comparer par rapport au stade de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, on a une stat intéressante, c'est Nick Capel propre. Il y a 2 ans, avec leurs orques, ils étaient à la même période de l'année à 33 sorties. Ils avaient tout dégommé. C'est pour l'instant la meilleure stat, la meilleure performance depuis que je tiens les stats, c'est Nick Capel propre. Encore eux, 33 sorties de réalisées il y a 2 ans. Donc vous voyez que Bossk, même s'il performe cette année, il n'arrive pas, il n'est pas loin, mais il n'arrive pas à atteindre le record de Nick Capel propre. Et parmi les moins bons, c'était Kossus. L'année dernière, il n'avait fait avec sa noblesse impériale que 7 sorties. Donc autant que Garden et Aplo, c'est surtout dur pour Aplo parce que Homme Lézard, normalement, ça fait plus de sorties que des Amazones ou que de la noblesse impériale. Alors maintenant, ceux qui sont pris plein la tronche, ceux qui ont pris le plus de blessures. Forcément, alors effectivement, on cogne moins. Certes, on cogne moins, mais vous voyez qu'en termes de blessures prises, pareil, on est forcément mieux que l'année dernière. Il y a moins de minus, donc forcément, on est plus résistant. On est seulement à 19,18 sorties subies, enfin blessures subies, toutes blessures confondues, blessures subies par équipe sur la totalité des 10 matchs. On était à 21-26. Encore une fois, c'est dû au fait qu'il y avait 6 équipes minus. Ça fait 1,91 blessures subies par équipe et par match contre 2,12 l'année dernière. Donc on est plus résistant. C'est sûr, on est plus résistant. Encore une fois, voilà, moins de minus, plus les rosters sont plus résistants. Alors, qui sont les plus résistants? Encore une fois, ceux qui sont bons dans la bagarre, les renégats du chaos, 12,33 blessures subies seulement, 1,23, ce qui est quand même pas mal. Blessures subies par équipe et par match, c'est quand même beaucoup. Il n'y a aucune équipe qui est inférieure, qui a une moyenne inférieure à 1 point, donc une blessure subie par équipe et par match. Aucune. Derrière, les orques, ils sont à 12,83, donc les renégats sont plus résistants que les orques quand même, il faut le faire. 12,83, donc 1,28 blessures subies par équipe et par match. Et en 3e place, les morts-vivants qui n'arrivent jamais à atteindre les meilleures places, sont toujours sur le podium, mais sur la dernière marche du podium. 15,8 sorties subies quand même, 15,8 sorties subies, c'est 1,58 par équipe et par match. Ça paraît beaucoup quand même pour les morts-vivants. Alors, le plus résistant, c'est Manu en orque. 10 sorties subies, donc une par match, c'est facile à calculer. Manu, l'orque, le plus résistant pour l'instant. Et derrière, on a quand même des orques, Galadin, Mamet, et puis des renégats, Buckler et Yaouch. Au moins, ils brillent dans quelque chose. 11 sorties subies seulement pour ces équipes-là et pour ces coachs-là. Donc, bravo eux. Sachant que l'année dernière, les orques de Gongon étaient quand même beaucoup plus résistants. Ils n'avaient subi que 7 blessures sur les 10 matchs joués. Alors les moins bons, les unions représentées agiles, 36,5 sorties subies. 36,5 sorties subies. 3,65 sorties subies par équipe et par match. C'est énorme. Alors, Yeti, il s'en fiche, il a 16 joueurs. Mais Pixman, c'est là qu'on voit qu'il ne peut pas parfaire avec des stats comme ça. 3,65 sorties subies par équipe et par match. Les minus, pareil.
plus de 3, 31,5 sorties subies au totalité en moyenne par les équipes. Ça fait 3,15 par équipe et par match. Bon, les minus, pareil, c'est pas très grave pour eux. Hein. Tant qu'ils n'atteignent pas 5, même 4,5, c'est pas très grave. Et puis les Welf, les troisièmes moins bons, les Welf, qui sont pris plein la tranche. 26 sorties subies déjà par équipe. Au total, sur les 10 matchs joués, ça fait 2,6 sorties par équipe et par match. Bon, il faut qu'ils jouent au 13, hein, tout simplement, les Welf pour parfait. Alors les moins bons, Yeti Six, 50 sorties subies, 5 par match. 50 sorties subies. Bon, il finit souvent à 11, quoi. Même moins, parce que dans les sorties, les blessures subies, il n'y a pas les KO. Donc forcément, avec 50 blessures subies par match au total, non, 50 sorties subies au total pour Yeti Six, ça fait 5 par match en moyenne. Il ne peut pas parfait, il peut pas jouer les premiers violons à la ligue, c'est sûr. Poire abricot, vous voyez la différence, c'est immense. Poire abricot n'est qu'à 38. C'est énorme 38, mais par rapport aux 50 de Yeti, c'est l'Himalaya entre les deux. Et derrière, un Welf, Nico, 28 sorties déjà, blessure, pardonnez-moi encore une fois, blessure subie par Nico, 2,8 donc par match au total. C'est énorme comme résultat. Les moins bons, vous voyez que l'année dernière, c'était Bud Milka. En snot, il n'avait pris que 44 sorties. Blessure. Et là, il y a 2 ans, c'était Fracas, 43 avec de l'Union Elfique. Rappelez-vous la saison de Fracas il y a 2 ans où il jouait souvent à 5 joueurs et le reste c'était que des journaliers. Il avait pris que 43 sorties. Par rapport aux 50 de Yeti, je veux dire, là on atteint vraiment les sommets, c'est plus haut que l'Himalaya, on est vers les étoiles et au-delà, quoi. Sincèrement, Yeti, il casse les statistiques cette saison. Enfin, les adversaires, surtout, lui cassent ses joueurs. Ça, c'est un autre débat. C'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, c'est catastrophique pour Yeti. Et même pour Abricot, bon, c'est pas très grave pour lui. Il a plein de joueurs. Mais pour Nico, c'est très dur. 28 sorties subies. Déjà, au total, sur 10 journées, c'est vraiment trop pour lui. Alors, rapidement, sur les sorties publiques, on est moins bon que l'année dernière. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, ça sert à rien. On est à 0,46 sorties au total par équipe sur les 10 matchs joués. Ça fait 0,04 par équipe et par match. Ça ne veut pas dire grand-chose, cette stat-là. Sachant que l'année dernière, on était à bien mieux. Par équipe, c'était 0,62. En vrai, on avait à peu près un petit peu plus qu'une sortie de réaliser sur tous les 2 matchs par équipe. En vrai, c'est comme ça qu'il faut lire la stat. Cette année, on est en deçà de cette moyenne-là. Alors, les meilleurs rosters, les Amazones, les morts-vivants et les renégats du chaos ont fait en moyenne un total de une sortie publique, voilà. Encore une fois, c'est moyenne par roster. Et puis, il y a quelques rosters qui n'en ont pas fait du tout. Les athlétiques, les hommes aux elfes, les hommes lézards, les minus, les agiles et les polyvalents n'ont fait aucune sortie publique. Alors, parmi les coachs, c'est la stat la plus importante à prendre en compte. C'est Scriptim Kiss, pour l'instant, le meilleur sorteur, qui a le public, qui a le meilleur public, le public le plus violent. C'est Scriptim Kiss, qui a déjà fait 3 sorties publiques. Et derrière, on a Ashram, PJ, Chouf et Seeds, qui sont à 2 sorties publiques sur les 10 matchs joués. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Sachant que l'année dernière, Sobek, il y a 2 ans, pardonnez-moi, il y a 2 ans, Sobek, avec ses nains, il avait déjà fait 6 à la même date. À la 10e journée, il avait déjà fait 6 sorties publiques. Donc vraiment, le public nain, il y a 2 ans, il a été beaucoup plus efficace, en tout cas beaucoup plus violent. Il y avait beaucoup plus d'ultra violents que cette année à la Lutèce. Parlant d'une stat plus intéressante, c'est les agressions. Évidemment, tout le monde l'attend. Les agressions, on fait moins bien que l'année dernière. Encore une fois, ça s'explique par le fait qu'il y a moins de minus. Naturellement, on a des équipes beaucoup plus solide, c'est tout. On est à 2,33 agressions réalisées par équipe, réussies par équipe au total. Ça fait 0,23 par équipe et par match. On était à 2,85 l'année dernière. C'était 0,28. Donc quand même, le gap est énorme. Au total, on fait 140 agressions au total sur cette saison. On était à 160 à la même période de l'année dernière. Étant précisé qu'on avait 4 coachs de moins. Donc vous voyez, forcément, la stat est moins bonne. On agresse moins, tout simplement. En moyenne, on agresse moins. Même si la stat n'est pas catastrophique en soi. C'est pas une mauvaise moyenne. C'est vraiment pas une mauvaise moyenne.
Les meilleurs agresseurs en termes de roster, c'est les Minus. 6 agressions réussies déjà au total. Ça fait 0,6 par équipe et par match. Derrière les Amazones, grâce naturellement à Imuserg, 5,2 agressions réussies par équipe. Au total, ça fait 0,52 par équipe et par match. Donc une agression tous les 2 matchs pour les Amazones en gros. Et derrière les Scaven quand même, avec notamment Azreag et Sladmortis, 4,66 agressions de réussite. Et Bozo aussi, attention à Bozo, hein. 4,66 agressions réussies par équipe au total, ça fait 0,46 par équipe et par match. Et en dessous, ceux qui agressent pas du tout, les moins bons, c'est les nains du chaos et les Slan, 0,4 agressions seulement en moyenne au total, 0,4 c'est catastrophique, ils agressent presque pas. Et les nécromantiques pareil, 0,5 agressions en moyenne, ça fait en vrai, comme il y a 2 équipes, il y en a une qui a agressé une fois et l'autre qui a pas du tout. donc on a une agression en fait, hein, pour les nécros, en gros c'est ça. En individuel, le meilleur agresseur, pour l'instant, pour le prix du crampon d'or, ça se bat, vous voyez, c'est Imuserg, 15 agressions de réussite. Derrière, on a Bosk avec 12 agressions, donc ça se suit vraiment très près. Et Bozo à la 3e place avec 9 agressions réussies, sachant que, je le rappelle, à la 12e journée, il avait fait 3 agressions sur ma pomme. Bon, ça va, il m'a fait que des légères, mais 3 agressions, donc il rattrape la tête. À mon avis, le combat pour la place du meilleur cramponneur de la saison va être vraiment très chaud entre ces 3 coachs-là. C'est entre eux que ça se joue. Alors, il faut le préciser, il y a 2 ans, Pedro Larragne n'était qu'à 12 agressions. C'était la meilleure stat. Donc vraiment, là, on est parti sur des records. 15 agressions réussies par Imuserg. On n'est plus très loin du record absolu qui est de 23 agressions, de mémoire, 23 agressions réussies en 15 journées, qui est l'œuvre de... Oh, je vous laisse chercher. Qui a été le plus grand crampon d'or de la Lutèce. Je vous laisse chercher. En tout cas, depuis que je tiens les stats, à la même période de l'année, c'était il y a 2 ans, la meilleure moyenne a été faite, en tout cas le meilleur score a été fait par Pedro et Larraine il y a 2 ans, c'était 12 agressions. Donc là, on dépasse cette moyenne-là, donc on va voir si Imuserg, Bosk ou Bozo arriveront à dépasser le meilleur score d'agression de l'histoire de la Lutèce, qui était de 23 agressions réussies sur les 15 journées jouées. On regardera ça à la 15e journée, mais ça me tient en haleine cette stat. Et j'ai envie de voir s'ils y arriveront. On va voir s'ils y arriveront. Donc vous voyez que même si en moyenne on agresse moins bien que l'année dernière, finalement il y a quand même quelques têtes des séries qui individuellement qui s'en sortent très très bien. Alors forcément, les agressions subies, forcément, on agresse moins bien, donc on est plus solide au niveau des agressions subies. 2,33 agressions subies seulement par équipe en moyenne sur la totalité de 10 journées. On était à 2,85. On se faisait plus marcher sur la tranche l'année dernière. Encore une fois, il y avait plus de minus, forcément. Ceci explique cela. Alors les moins agressés, c'est les hommes lézards, les minus étrangement. Personne ne veut marcher sur les skinks, bizarre. Et puis les minus, peut-être que les gens ont peur du retour du bâton, donc ça peut se comprendre. Une agression subie seulement en moyenne par ces équipes-là sur les 10 matchs joués. Et puis derrière, les renégats du chaos. Les renégats du chaos, étrangement, seulement une 33 agressions subies par équipe sur les 10 matchs joués. Alors là, l'explication, c'est peut-être tout simplement que les renégats ont plus d'armure et que c'est plus dur de traverser les armures avec les crampons aiguisés par les adversaires, parce que, à mon avis, ils tentent les agressions. Sur les renégats. En individuel, les coachs qui se sont fait quasiment pas agresser, voire pas agresser du tout, il y en a quelques-uns. Il y a Courchevel, le gobelin, là c'est clairement la peur qui parle. Hein. Personne ne va agresser un gobelin parce qu'à mon avis, le bâton, là, on se le prend, mais bien comme il faut. Fracasse aussi avec ses Nurgle. SSB, enfin l'équipe de SSB. Même Chouf avec les Amazones ne se fait pas agresser du tout. Garden également avec les Amazones. Et Morrigan en elfe noir. Étrangement, personne ne veut marcher sur ces équipes-là. 0 agression subie par ces coachs-là, hyper résistants. Alors parmi les plus agressés pour le coup, c'est les O-Elf de Martenier Elix et de Nico. 5,5 agressions déjà subies pour ces deux équipes-là sur les 10 matchs joués. Les unis représentés polyvalents également, la noblesse impériale et les Norsk, c'est des armures fragiles, donc on leur marche dessus aussi. 4,5 agressions déjà subies par ces équipes. Puis les nécromantiques aussi, on aime bien marcher sur les ghouls nécro. Et les unis représentés agiles, 3,5 agressions déjà subies sur les 10 matchs joués. En moyenne. Hein.
Alors les coachs qui s'en prennent le plus dans la tronche, Nico, le Wolf, 9 agressions déjà subies en 10 matchs. C'est presque une agression par match qui se prend Nico, hein. Désolé pour toi Nico, mais je crois qu'on ne t'aime pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne t'aime pas. Derrière, Nicap est le propre. Alors, pour le coup, oui, voilà, on leur marche dessus, on essaye, les gens essayent de faire quelque chose, mais ça marche pas quand même. 8 agressions quand même de suivi par les deux Lascar. Et pour autant, ils sont meilleure attaque, meilleure défense, toujours invaincus et premier au classement avec que des victoires. Et pour autant, on leur fait 8 agressions en 10 matchs quand même. Et puis Pedro et la Reine avec la noblesse impériale. Ah bah ça, la noblesse impériale, 7 agressions en 10 matchs. Ça, quand on fait tomber un garde du corps ou un domestique ou surtout un coureur noble, si on n'arrive pas à passer l'armure, derrière, c'est sûr, il se prend un coup de crampon. Donc c'est normal. C'est normal qu'ils aient cette stat-là. Alors pour la petite histoire, celui qui s'était fait marcher le plus sur la tranche, c'était Chouf il y a 2 ans. Il avait la pire moyenne, 10 agressions subies déjà par Chouf à la même période de l'année. Donc vous voyez que là, Nico, il fait quand même un petit peu mieux que Chouf il y a 2 ans, qui s'était vraiment fait marcher sur ses nécros. Et il avait pris une agression, lui, il avait pris pour le coup une agression par match à cette époque-là. Et du coup, ça nous permet de regarder le facteur de violence qui est moins bon forcément que l'année dernière, même si on n'est pas mauvais, mais on agresse moins, on fait moins de sorties, donc forcément le facteur de violence, on fait moins de sorties publiques, donc forcément le facteur de violence baisse. On fait 1144 points au total sur les 10 matchs joués, c'est-à-dire 1144 joueurs sortis au dé en vrai, hein, c'est ça que ça veut dire, contre 1177 l'année dernière, étant précisé que l'année dernière, encore une fois, on était 4 joueurs de moins, donc on est quand même une moins bonne moyenne. On est à 19,06 en points de facteur de violence sur les 10 matchs joués par équipe, alors qu'on était à 21,01 l'année dernière. Ça fait en vrai 1,9 sorties réalisées, quel que soit le type de sortie au dé, sortie publique, agression ou sortie au dé de blocage. Donc 1,9 par équipe et par match contre 2,101 l'année dernière. Alors le meilleur en termes de facteurs de violence réunis, c'est les morts vivants. Pour le coup, c'est eux qui sont devant. Mais parce qu'ils font plein d'agressions et pas mal de blessures. 25,4 points en moyenne par équipe. Ça fait 2,54 points par équipe et par match. Derrière, excellente performance d'Escavon. 24,33 points. Et oui, on ne les attendait pas, les Scaven. Ils performent en termes de points, ils performent en termes de touchdowns marqués, mais surtout, ils sont très bons en termes de sorties réalisées. Au dé, encore une fois, toutes sorties confondues. 24-33 points en moyenne par équipe. Ça fait 2,43 sorties réalisées au dé. Pas que au dé de blocage, encore une fois. Tout type de sorties réalisées. 2,43 points par les Scaven. C'est énorme quand même, hein. C'est un super résultat pour les Scaven. Et derrière les Minus, ça c'est parce qu'ils agressent pas mal. Et ils font quand même pas mal de sorties. 25 points en moyenne par équipe sur les 10 matchs joués, ça fait 2,5 points par équipe et par match. Le meilleur, c'est Bossk. 44 points en termes de facteur de violence. Énorme résultat. Vous voyez, Bossk, vraiment, il défouraille tous sur le premier et le deuxième tiers de la saison. Il casse les stats. Il est littéralement en train d'exploser les stats. Les deuxièmes sont Nicap et le propre en Amazon. Encore eux. Même là, on les retrouve. 34 points, mais ça fait déjà 10 points. 10 points d'écart avec Bossk. 10 points d'écart entre les Amazones de Nicap le propre et Bossk. C'est là où on voit la performance stratosphérique faite par Bossk. Et derrière, Imuzerg et Poire Abricot. Imuzerg est là grâce à son nombre d'agressions et Poire Abricot parce qu'il fait quand même pas mal de sorties avec ses stars et ses ogres. 32 points de facteur de violence. Alors, pour comparer, il y a 2 ans, vous voyez les stats, il y a 2 ans, le meilleur en termes de facteur de violence, le meilleur destructeur, c'était encore Nicap et le propre. Encore eux. Avec les orques, ils étaient à 39 points. Et l'année dernière, c'était Buckler et Scarlan en mort-vivant, 37 points. Enfin, à cette période de l'année, il n'y avait plus que Buckler, mais bon, Scarlan avait débuté la compétition avec lui, donc je le mets dedans quand même. Scarlan, si tu nous écoutes. 37 points. Bossk est déjà à 44. C'est pour vous montrer la performance, la surperformance de Bossk. Bravo à lui. Bravo. Et on en reparlera quand on abordera le chasseur. Les moins bons, les hommes lézards. 10 points, ils agressent un petit peu. 10 points seulement de réalisés en termes de facteurs de destruction. Ça fait
1 point par équipe et par match. Donc soit ils font une sortie, soit ils font une aggro. C'est tout. Ils ne font pas plus. Une sortie ou aggro par match pour les Hommes Lézards. C'est largement insuffisant pour faire quoi que ce soit pour ce roster-là. Les unis représentés agiles, bon, bah, eux, on les attendait à peu près là, mais ils sont même meilleurs que les Hommes Lézards, 12,5 points. Et les O-Elf, 13,5. Pareil, on attendait les O-Elf à peu près à ce niveau-là. Mais ils sont meilleurs que les Hommes Lézards, et c'est ça qui est catastrophique pour les Hommes Lézards. Les moins bons en termes de facteurs de violence, Aplo. Bon, Aplo, encore une fois, 8 points seulement, c'est le drame absolu. Et pour dire pourquoi c'est le drame, il y a Garden en Amazon et Nico qui font le même pareil que Aplo, quoi. 8 points. Pour Garden et Nico, on va dire c'est à peu près normal. Pour Aplo, pas du tout. 8 points, c'est vraiment largement insuffisant. Et derrière, Laertis qui est là aussi avec seulement 9 points de facteur de destruction de réaliser, bah ouais, Laertis, après lui, il joue Slan, hein, ça peut s'expliquer. Pour Aplo, c'est plus difficilement explicable. C'est les seuls coachs qui sont à moins de 10 points, qui sont à moins de 1 point en facteur de destruction par match. C'est les 4 seuls, hein, Aplo, Garden, Nico et Laertis. Les autres, ils sont à plus de 10. Donc vraiment, c'est une saison catastrophique en termes de sortie de tout poil, de tout type pour ces coachs-là. Bon, je termine là au niveau de la violence et on passe au public, au gain et surtout à l'expérience. Alors là j'ai l'impression, au niveau du public, j'ai l'impression que les coachs lutétiens forcément ont compris comment ça marchait le public et les inducements. Et surtout les prières Nuffle et les coups d'envoi, ils savent qu'il faut du public, surtout en début de saison. Et on a une stat publique bien meilleure que l'année dernière. Après, non seulement au global, mais aussi en moyenne. Encore une fois, au global, bah oui, il y a plus de coachs, donc il y a plus de public. On est à 3 17 000 supporters au total. Alors, petite anecdote, hein, c'est une stat qui ne veut pas dire grand-chose. L'année dernière, c'était 2 770 000 supporters au total sur les 10 journées jouées de la Lutèce. Mais bon, il y a plus de matchs, forcément. Il y a 2 matchs de plus, puisqu'il y a 4 coachs de plus. Mais la moyenne est meilleure. Par équipe, on est à 50 283 supporters en moyenne par équipe. On était à 49 464 l'année dernière. Ce qui fait une moyenne par match, c'est ça qui est plus important. On est à 5028 supporters par équipe par match en moyenne. On était à 4946 l'année dernière. On est à 5028 cette année. Donc la moyenne est quand même meilleure. Elle n'est pas énorme, hein, mais elle est quand même meilleure que l'année dernière. Alors, les rosters les plus populaires, bah là, encore une fois, il y a un roster qui déforaille tout. C'est les Amazones. Une moyenne de 6340 supporters par équipe et par match. Bah oui, forcément, les Amazones, encore une fois, je répète, il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Personne veut voir des gros barbus un peu ventripotents en grosse armure sur les terrains. Tout le monde veut voir des petites Amazones légèrement vêtues avec leur casque à plumes et leur mini-shorts. Il n'y a pas de justice, Voilà. On voit vers qui vont ces gros sagouins de supporters. Bon, bah, c'est tout. Que voulez-vous que je vous rajoute d'autre ? Derrière, c'est quand même les Scaven, 6150 supporters en moyenne par équipe et par match. Bon, là, c'est parce que c'est un roster efficace et surtout spectaculaire sur le terrain, donc ça attire le public. Et puis les morts-vivants, bah, parce que les gens aiment non seulement voir des boobs et des actions de classe, mais ils veulent voir aussi du sang sur le terrain. Bah, les morts-vivants, ça attire forcément avec le nombre de sorties qu'ils font. Je rappelle que c'est quand même le roster le plus violent. Hein. Je répète, le facteur de violence, c'est le roster le plus violent. Bah, forcément, ça attire du public. Ils sont à 6020 supporters en moyenne par équipe et par match. Alors, quel est le coach ou l'équipe qui attire le plus de supporters ? Bah, c'est les Amazones de Sobek. On voit maintenant quelles sont les Amazones les plus classes, les plus sexy, on va dire. C'est celles de Sobek. C'est les gazelles en même temps. Vous allez me dire, c'est les gazelles cornues. Attention, c'est les gazelles cornues. C'est comme ça que ça s'appelle son équipe. Mais c'est 8100 supporters en moyenne par match sur les 10 matchs joués. 8100. Je ne sais pas si vous imaginez. 8100 supporters par équipe et par match. Énorme le résultat. Derrière, Nabolo avec ses Scaven, il est à 8000. Bah, c'est un des meilleurs marqueurs du championnat, donc forcément, ça attire le public. Et puis Bosque, en mort-vivant, 7600 supporters par équipe et par match. La petite anecdote, l'année dernière, Dritz, en homme lézard de mémoire, avait fait une moyenne semblable, égale à celle de Sobek. Il avait surperformé aussi, Dritz. 8100 supporters, il avait fait, comme Sobek cette année. Donc, Sobek, finalement, fait très bien, mais fait pas mieux que Dritz.
Les moins bons, bah les nécros. Personne ne vient voir les nécros. Seulement 3650 supporters par équipe et par match. Les juniors représentants agiles, bah ouais, il n'y a pas de perf, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de touchdown, il y a très peu de sorties. 3700 supporters seulement par équipe et par match. Et puis enfin, les humains, 3833 supporters, spectateurs pour ces rosters-là, par équipe et par match. Les humains, pareil, ils sont dans le trou. Personne ne vient les voir. Alors, individuellement, ceux qui attirent le moins le public, PJ, 2800 supporters seulement. Vous voyez, on n'est pas loin de 3 fois moins que Sobek en moyenne. Hein. Pas loin, hein, on n'est pas loin. 2800 supporters seulement par équipe, par match pour PJ. Yeti avec ses bas-fonds, 3000 seulement supporters par match pour Yeti. Et puis Delphonix en elfe noir, personne ne vient le voir non plus, c'est le plus mauvais elfe noir. Et Delphonix, 3300 supporters par match également pour lui. C'est pas extraordinaire. Alors, on avait pire quand même. Il y a 2 ans, Chouf, à la même période de l'année, il était à 2700 supporters seulement par match. Chouf, c'était la saison Qatar avec ses nécros. Bah, PJ fait quand même un petit peu mieux que Chouf. Hein. Il fait un petit peu mieux que Chouf. Mais attention, PJ, Chouf, il y a 2 ans, il avait bien fini le coach le moins aimé du public. Donc attention, je pense que tu suis le même chemin que Chouf il y a 2 ans. Après, ça reste un trophée. Un trophée du moins aimé, mais ça reste un trophée quand même. Alors, en termes de gains, on fait mieux que l'année dernière. On est à une moyenne de, alors ça ne veut pas dire grand-chose, 619 333 pièces d'or déjà d'engrangées par équipe. L'année dernière, on était à 612 142 000. Au total, on fait 37 160 000 pièces d'or de gagnées par la Lutèce au totalité. On était à 34 280 pardonnez-moi, l'année dernière. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste pour vous dire qu'on gagne plus de sous que l'année dernière. Ça fait une moyenne par équipe de gagner par match, par équipe et par match, de 61 000, presque 62 000 pièces d'or, 61 933 pièces d'or par équipe et par match de gagner depuis le début de saison. On était à 61 214. Vous voyez, un petit peu moins l'année dernière que cette année, alors même qu'on marque moins de touchdowns. Hein. Alors, ça veut dire que bah oui, on a plus de public, donc plus de public, qui dit plus de public, même avec moins de touchdowns, dit plus de sous, tout simplement. Alors, qui est le roster le plus riche? Les renégats du chaos. Eh ouais, les renégats du chaos, c'est une moyenne de 70 666 pièces d'or d'engrangées par équipe et par match, 706 666 pièces d'or au total de gagnées par les renégats du chaos. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ils sont bons en termes. Bon, ils marquent quand même pas mal de touchdowns et ils ont beaucoup de public. Donc, ceci explique que cela. Mais ils sont même meilleurs que les Skaven et les Amazones. Les Skaven, c'est seulement 70 500. Bon, c'est pas beaucoup éloigné des renégats, mais 70 500 pièces d'or par équipe et par match. Puis les Amazones à 70 100 pièces d'or, ce qui est excellent, extraordinaire aussi pour ces rosters-là. Mais les renégats, quand même, dominent le bal. Alors, le meilleur, celui qui est le plus riche pour l'instant, le Crésus pour l'instant, c'est Nabolo, avec une moyenne de 83 000 pièces d'or d'engrangées par match pour Nabolo. Derrière, Nicap et le propre avec les Amazones, encore eux. Même là, ils sont bons. 80 000 pièces d'or par match en moyenne, pile poil pour Nicap et le propre. Et derrière, le Renégat Ashram, 79 000 pièces d'or par match pour Ashram. Alors, l'année dernière, Martoni et Luix, avec leur Skaven, étaient à 82 000. Donc là, Nabolo bat la meilleure moyenne depuis que je tiens le stade, celle de Martoni et de Luix, qui était à 82. Nabolo bat cette moyenne-là, il est à 83. Donc il risque de finir Crésus ultime, en fait, hein, depuis que je tiens les stats, en tout cas. Crésus ultime cette année, peut-être pour Nabolo. Les moins bons, les unions représentées agiles, hein, les Pixmen et Yeti, c'est seulement 53 250 pièces d'or par équipe et par match d'enregistré. Derrière les humains, 54 666 000 pièces d'or par équipe et par match. Puis les athlétiques, 54 750. Alors là, c'est dû au fait que les athlétiques, c'est le seul roster, même s'ils sont multi-représentés. Il y a 4 rosters différents chez les athlétiques. Pour l'instant, dans les 10 journées jouées, c'est le seul abandon. Donc voilà, il y a une équipe, celle de le Squeeze et le Liquide, pardonnez-moi, qui a un abandon, donc moins de sous, tout simplement. Ça me fout en l'air les stats, voilà. Et on les retrouve là forcément dans les moins bons performeurs. Le moins bon, encore une fois, le pauvre malheureux Aplo, seulement 47 000 pièces d'or, donc il risque pareil de devenir le roi des mendiants de la saison.
Même si PJ et Johnny Velociraptor sont pas très loin, 48 000 à 1000 pièces d'or d'écart seulement, 48 000 pièces d'or en moyenne par match d'engrangé pour PJ et Johnny Velociraptor. Et puis Manu, Yeti et donc le Liquid et Squeeze qui n'ont rien à faire là. Ils sont là tout simplement parce qu'ils ont un match en moins de pièces d'or de gagner. 50 000 en moyenne seulement pour ces trois équipes-là. Alors, encore une fois, vraiment le moins bonbon de l'histoire des stades de Duda, c'était Chouf il y a 2 ans. 37 000 pièces d'or seulement en moyenne par match qu'il avait pris. Donc vous voyez que Aplo, il est quand même déjà à 10 000 de plus. C'est pour vous dire la saison cauchemar de Chouf il y a 2 ans. 37 000 pièces d'or. Et lui, il n'avait pas d'abandon, il avait joué tous ses matchs. Il n'y avait pas de souci. Mais 37 000 pièces d'or seulement en moyenne d'engranger par match pour Chouf il y a 2 ans. Sachant qu'il avait perdu un loup-garou assez vite. Autant vous dire, pour le racheter, il y a de l'eau qui avait coulé sous les ponts. Bon, je termine cette revue en détail des statistiques par l'expérience, la stat la plus intéressante, la plus importante quand même. On est à 6700 points d'expérience pris, pile poil. 6700 points d'expérience pris par les coachs au total, en comptant les XP des stars, bien sûr, parce que moi je les compte dedans. Ça me permet tout simplement de voir la bonne forme des équipes. On était à 6522 XP l'année dernière, mais il y avait moins de coachs. Du coup, la moyenne l'année dernière était meilleure. Pas de beaucoup, mais était meilleure. On a une moyenne de 111,66 XP par équipe sur les 10 matchs joués. Ça fait 11 donc 165 XP par équipe et par match en moyenne. On était à 116 46 l'année dernière au total, et donc 11,64 XP par équipe et par match l'année dernière. Donc on fait un petit peu moins d'XP, forcément on fait moins de sorties, moins de touchdowns. Pas de beaucoup, mais on en fait quand même moins, donc forcément la moyenne est moins bonne. Alors le roster le plus expérimenté, bon, évidemment vous y attendiez, c'est les Scaven. Ils sont pratiquement meilleurs marqueurs et ils sont pas très loin d'être meilleurs sorteurs. Ils sont donc à 137,33 XP au total par équipe en moyenne. Ça fait 13,73 XP par équipe et par match en moyenne. Voilà, ils font 13,63 XP en moyenne par équipe et par match. Derrière, les Renégats du Chaos, ils sont quand même là. Ils font beaucoup de sorties. Ils marquent quand même pas mal. Ça fait une moyenne de 121 XP par équipe au total. Ça reste un roster expérimenté. Et puis les morts-vivants, forcément, eux aussi, avec toutes les sorties qu'ils font. 119 XP en moyenne au total pour les morts-vivants. Ça fait 11,9 par équipe et par match. Individuellement, les meilleurs sorteurs, forcément, vous attendez à cette stat-là. C'est Nicap et le propre. 158 XP de réalisé par Nicap et le propre. Déjà, c'est l'équipe la plus expérimentée, c'est les Amazones de Nicap et le propre. Derrière, c'est Nabolo. Vu le nombre de touchdowns qu'il marque, 151 XP de réalisé, mais le gap est déjà immense. 151 XP entre Nabolo et Nicap le propre, il y a déjà 7 points d'écart. Et puis derrière, Bosque qui est pas très loin, donc Bosque qui performe quand même pas mal, 149 XP déjà de réalisé par son équipe mort-vivante. Alors, forcément, la stat, vous la connaissez, quand même. 158 XP, c'est pas immense en vrai, ce qui est fait par Nicap le propre. Il y a 2 ans, avec les orques, ils étaient à 170 XP. Et l'année dernière, Zaiko, avec ses elfes sylvains, était déjà à 188 XP en 10 matchs. Il avait fait 18,8 XP avec les elfes sylvains par match, Zaiko. S'il avait tout dégommé en stats, avec son Meraxes notamment, bien sûr. Pour les jeunes qui apprennent à nous connaître, Meraxes, c'était un danseur de guerre incroyable, extraordinaire, qui avait tout dégommé sur la saison et qui a fini au panthéon des héros de la Lutèce comme étant le joueur le plus expérimenté de l'histoire de la Lutèce. Et c'était Zaiko qui l'avait fait l'année dernière. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs si vous allez sur le site de la Lutèce. Il y a un onglet Panthéon et vous retrouverez toutes les anciennes légendes, toutes les anciennes gloires sur le terrain, des joueurs sur les pelouses, des joueurs de la Lutèce. Et donc vous verrez Meraxes parmi eux, celui qui a eu l'honneur d'entrer au Panthéon. Entre ici, Meraxes, avec ton funeste cortège. Il est rentré. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez que la stat, une très bonne stat de Nicap et le propre, elle n'est pas immense par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière ou il y a 2 ans cela. Alors, les rosters les moins expérimentés, forcément, je remue le couteau dans la plaie. Des hommes lézards, 84 XP en moyenne
par les équipes Hommes Lézards, c'est 8,4 XP par match. 8,4 XP par match seulement pour les Hommes Lézards, c'est lamentable. Je ne mâche pas mes mots, c'est lamentable, messieurs. Les unis représentés athlétiques et les unis représentés agiles, c'est pas énorme non plus. 99 XP, c'est pareil, c'est des équipes très peu expérimentées. 9,9 XP seulement par équipe et par match, c'est pas beaucoup. Mais là encore, la stat elle est un petit peu faussée parce que les nains de le Liquid Squeeze, ils ont un match au moins. Donc forcément, il y a au moins 10 points de perdu pour ces rosters-là. Et puis les unis représentés polyvalents aussi. C'est dur pour les Norsk de EDLR et les nobles impériaux de Pedro Larraine. 100 points en moyenne seulement fait. Ça fait 10 points par match tout simplement pris par ces équipes-là. Alors le moins bon, c'est Aplo. 63 XP seulement. Ça fait 6,3 points en moyenne par match pour Aplo. C'est vraiment... Aplo, je suis désolé pour toi, mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose sur la fin de saison. Il faut marquer des touchdowns, tout simplement. Fracas aussi, mais vous voyez, l'écart est immense. Il y a déjà 20 XP d'écart entre Aplo et Fracas qui est avant-dernier, 83 XP. Même si on sait que c'est dur avec les Nurgle, il fait quand même 20 XP de plus au total que Aplo. Et derrière, le Liquid et Squeeze, encore une fois, voilà, c'est dû au fait qu'ils ont un match de moins par rapport aux autres. 85 XP, ils sont avant-dernier, mais eux, ils ont déjà 22 points de plus. Même avec un match en moins, ils ont 22 points de plus que Aplo. Donc Aplo, vraiment une saison, mais horrible pour Aplo. Et donc, je finis avec la comparaison par rapport aux saisons précédentes. Il y a 2 ans, le moins bon à la même période de l'année, encore lui, Chouf, avec les Necros, il était à 74 XP. Donc là, il était quand même meilleur que Aplo. Et l'année dernière, c'était Kossus et Poire Abricot, 77 XP à la même période de l'année. Donc ils faisaient mieux quand même que Aplo. Pas beaucoup mieux, mais quand même mieux que Aplo. Donc vous voyez que malheureusement pour Aplo, c'est le drame, tout simplement. C'est le drame. Alors que derrière, on a des équipes comme Nicap Le Propre, comme Nabolo, et les rosters comme les Scaven et les Amazones qui défouraillent tout, voilà, tout simplement. Bon, j'en termine là avec les stats. C'est déjà une vidéo très très longue. On va quand même parler du meilleur chasseur et du gratin. J'en ai pas fini là, j'ai pas fini avec vous. Je vous garde encore un petit moment. Mais avant ça, je voulais vous parler d'autre chose. Et oui, parce que, comme j'ai dit en intro, il y a la saison de la Lutèce Online qui a commencé, qui permet à un d'entre nous, de se qualifier pour la Coupe du Monde de Blood Bowl Online, évidemment. Mais ce sera un ticket, pour le vainqueur, ce sera un ticket qualificatif direct. Mais je voulais revenir sur les playoffs de la saison 3 qui ont toujours lieu. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, donc je voulais faire un petit peu le point sur ce qu'il en était. Et malheureusement, nos lutéciens sont fait éliminer, sauf un, mais c'est un ancien lutécien, mais il est toujours là. Regardez ici, je vous avais dit qu'Olivier Dulac s'était qualifié son premier match contre Ringtail. Il a perdu contre un autre youtubeur français connu, Lokragen, ou Lokragen comme vous voulez, avec son union elfique. Il a perdu 2-1 contre les elfes noirs de Lokragen. C'est Lokragen qui s'est qualifié pour les 8e de finale. Bravo Lokragen ou Lokragen, je ne sais pas comme vous voulez. Il va avoir du pain sur la planche contre l'espagnol Andri. Ça va être compliqué, ça va être un beau match à suivre. Malheureusement, Olivier Dulac, chapeau pour le parcours. Bravo, avec l'Union elfique, aller aussi loin, bravo à toi. Mais bon, visiblement, ça devenait trop compliqué. Ensuite, on a aussi Ashram. On avait Ashram, mais il est où notre petit Ashram? Ashram, malheureusement, a perdu son match. Il a perdu 2-1. Il est où mon petit Ashramou où il a perdu? Non, 1-0, il avait perdu. Il est là, Ashram, voilà, avec les bas-fonds. Vous voyez, c'était dur. Il a perdu contre Jinfix, qui ensuite a gagné aussi son match contre Ungern, un autre Français. Donc Jinfix, massacreur de Français, et malheureusement, il a gagné contre Ashram. Ashram, c'était pas facile parce qu'il était au bas-fond aussi. Mais bravo déjà de s'être qualifié. Mais surtout, on a alors Albichon qui s'est qualifié en 8e. Pour ceux qui le suivent sur Twitch, n'hésitez pas à aller le voir parce que là, il va jouer contre soit, alors je connais pas, Benbow Baggins ou un truc trop dur à dire. Je vais pas le dire. Mais donc, on va le suivre en 8e. Mais surtout, il est là. Attention, où est-ce qu'il est? Voilà, j'ai retrouvé. Le petit Darky, il est toujours là. Il a gagné son match contre Dragou 3-2. Magnifique match. Et là, il joue contre Neproxy.
que j'avais déjà croisé, très bon joueur aussi. Il joue contre Neproxy en 16e du final. On va voir s'il se qualifie en 8e. S'il se qualifie en 8e, il va jouer contre un autre français, Zelentir. Ça va aussi être un beau match à suivre. Donc, allez, courage Darky. C'est notre dernier Lutétien, même s'il est pour l'instant pas cette saison à la Lutèce, mais il est inscrit à la Lutèce Cup Online. Donc, Darky, tous les Lutétiens sont derrière toi. Allez, on croit en toi avec tes morts vivants, on croit en toi, tu peux y aller loin, surtout que si bat Zelentir, il va se retrouver en quart contre Andri ou Lord Krajen. Ça va être ce haut du tableau là, il est vraiment vraiment très relevé, donc écoute, on croise les doigts, on espère pour toi que ça ira loin. Je termine là cette parenthèse et on passe bien sûr au meilleur chasseur. Et ouais, le meilleur chasseur, les gars, la compétition bat son plein et je voulais faire un point rapide là-dessus parce que, encore une fois, on dépasse toutes les stats possibles et imaginables. Regardez-moi le total de points de joueurs sortis. On est à 14 125 000 points de joueurs déjà sortis, sachant qu'on n'est que la 13e journée a commencé, il reste encore 2 jours et demi, une journée et demie, et on va dépasser le total de 15 millions de points de joueurs sortis l'année dernière, qui était le record de joueurs éliminés, totalement éliminés. Là, on n'y est plus très loin, je pense qu'on va le détruire, ce record. On est à 14 125 000, encore une fois, je répète, ça fait une moyenne de 235 416 points de joueurs éliminés par équipe en moyenne, c'est énorme. Ça veut dire c'est plus de 1/5 de l'équipe de départ déjà out, tout simplement. Voilà, pour chacun des joueurs, en moyenne pour chacun des joueurs. On verra qu'il y en a qui ont subi plus que d'autres, on verra tout à l'heure. Alors rapidement, il y a déjà 56 coachs. De mémoire, il y a 56 coachs, donc il y a encore 4 coachs. Je vais les mettre là, ça va apparaître. Là, le nombre de coachs, les coachs qui n'ont pas voulu participer pour l'instant à la compétition, c'est pas bien les gars, c'est pas bien. Faut participer un peu. Quoi qu'il en soit, revoyons. Alors je fais dérouler la liste. Alors vous l'avez ici. Si vous le cherchez, les chasseurs sont ici. Vous voyez, je souligne, les chasseurs sont ici. Vous pouvez aller les chercher et vous tombez grâce à Scarbet. Merci Scarbet. Grâce à lui, vous tombez sur ce tableau-là. Eh bien, le premier, avec ses morts-vivants, c'est Bossk. Et Bossk, ça y est, c'est officiel. Il a battu le record historique qui était détenu là jusqu'à là par Hoon, qui était de 695 000 points. Il l'a battu, il a explosé. Dès la J13, il a explosé 725 000 points déjà de joueurs éliminés. Il a déjà éliminé 3/4 d'une équipe de départ, de joueurs, tout simplement. Voilà. Alors, il compte parmi ces victimes de très beaux spécimens, et notamment ici, on a le troll renégat, bien sûr, d'Ashram. Beau trophée que la tête de troll d'Ashram au-dessus de la cheminée de Bossk. Ça y est, c'est le grand favori pour le prix du meilleur chasseur. Je rappelle que cette année, le prix du meilleur chasseur, alors je ne vous le montre pas encore, je vous le montrerai à la fin pour garder un peu le suspense. Il y aura un joli trophée spécial pour le meilleur chasseur, je le promets, je vous le dis, tout simplement. Voilà. Donc il y aura un trophée. Donc attention les gars, tout n'est pas déterminé ni pour Emuzer, ni pour Galadjin, ni pour Courchevel, Kossus, voire même Bodmilka, voire même Manu. Ça peut aller très vite. Un big guy d'éliminé et il rattrape le peloton de tête. Le deuxième, c'est Emuzer, qui est déjà presque à 100 000 d'écart par rapport à Bossk. Lui aussi, il a un beau trophée, un Skaven Renégat de Ashram notamment. Et puis surtout, Emuzer, c'est la triplette de Slan d'Olivier Dulac qui lui a permis de vraiment performer. Ensuite, Galadjin, il fait pas de jaloux, il a mine un petit peu partout. Il a pas vraiment de gros trophées à son palmarès, mais il a quand même de beaux berserkers. Je crois qu'il y a un berserker ici de 110 000 points de EDLR, quand même pas mal. 585 000 points pour Galadjin. Il peut très vite rattraper un Bossk. Attention, Bossk, c'est pas encore fait. Encore une fois, pour moi, les 6 premiers, c'est jouable encore. Même les 7 premiers, même avec Manu. C'est jouable. Après, Nabolo, il est déjà à 465 000. C'est déjà plus compliqué.
Derrière Courchevel, pareil, Courchevel avec les Gobelins, il arrive bien à se débrouiller. Pareil, il n'y a pas véritablement de gros joueurs d'éliminés, mais ça amène pas mal de points. Il y a un big bloqueur big 1, il y a surtout un blitzer de Elfe Noir de Hoon et Funny Valentine, donc 120 000 points, ça lui a rapporté pas mal de points. Kossus aussi, alors Kossus, il fait dans le détail, il sort du gros joueur, lui vous voyez, sur les 5 premiers, il est cinquième, c'est celui qui a sorti le moins de joueurs en termes de nombre. Par contre, il sort du gros. Il sort du Blitzer Scaven à 110 000. Alors, il y a un 3 quarts compé à 70. Il y a surtout. Alors, c'est pas ça que je voulais montrer. Voilà, il y a surtout la blitzeuse guerrière Piranha d'Immuserk, 130 000 points. Et la lanceuse. Voilà, ça fait 230 000 points sur un seul match face à Immuserk pour Kossus ici. Ça fait 530 000 points au total. Et Bud Milka qui s'en sort pas mal aussi, hein. Il fait pas mal de sorties aussi. Alors lui, Bud Milka, lui dans son palmarès, surtout ce qui compte c'est ça. C'est la pustule, la bête de Norgel. C'est le joueur le plus cher pour l'instant de sortie. 160 000 points parce qu'il avait une comp. Elle avait une comp. Alors ce qui est drôle, c'est que Chouf avec les Beastie Dolls aurait pu réclamer ces points-là parce qu'il avait mis moins de points en armure. Mais vous savez que la compétition est injuste. La compétition du chasseur est injuste. Les points sont attribués au dernier coach à avoir éliminé le joueur. Et donc, c'était bien les Scaven de Bud Milka qui l'ont fait et non pas les Beastie Dolls de Chouf qui avait enlevé un point d'armure à la pustule. Mais Fracas avait décidé de la garder malgré un point d'armure en moins. Bien lui en a fait parce que la pustule a fait le bonheur de Bud Milka, de Bud, qui avec ses crampons a pu l'éliminer et empocher les 160 000 points de la pustule qui fait le plus beau trophée pour l'instant de la Lutèce. C'est Bud Milka qui l'a avec la bête de Nurgle. Et puis Manu qui est pas très loin. Alors lui, vous voyez, lui il fait dans le nombre. Manu fait dans le nombre. Il cherche pas des gros scores, des joueurs très chers. Non, lui c'est industriel. C'est l'élimination industrielle. Il va chercher du 3 quarts, il va chercher du gobelin, du joueur à peu d'armure. Vous voyez, il y a pas mal de Skaven, il y a des humains, il y a de l'Amazon, il y a de l'elfe noir, il y a surtout 3 Skaven de Bozo. Lui, il dégomme là où il y a peu d'armure. Lui c'est comme ça. C'est de l'industriel. C'est de l'élimination industrielle. C'est de l'élimination en ligne. Voilà. Donc, voilà les coachs, les 7 coachs qui peuvent espérer, à mon sens, remporter le prix du meilleur chasseur. Encore une fois, Nabolo, bravo pour le résultat, mais je pense que c'est terminé pour toi. Poire, Bricot, il était très longtemps dans le trio de tête. Malheureusement, pour les ogres, plus la saison avance, plus ça devient compliqué. Et puis Seeds, un magnifique résultat, 10e place, c'est le top 10. Seeds, toujours dans le top 10, avec des elfes noirs. Incroyable ce résultat pour Seeds. Bravo à lui. Seeds, pareil, qui fait dans la dentelle. Il va chercher des joueurs chers et il tape là où ça fait mal. Donc voilà le top 10. Alors maintenant, pour finir avec le prix du meilleur chasseur, qui sont les coachs qui se sont pris le plus dans la tronche. Et j'aime cette stat parce que l'année dernière, c'était moi. Donc là, je me venge un petit peu. Et là, c'est Bud Milka. Bud Milka qui a sorti beaucoup de joueurs, on l'a vu, mais il s'en est pris plein dans la tronche. Il est déjà à 675 000 points de joueurs de perdus. 675 1000 points de joueurs d'éliminés. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs déjà d'éliminés. Il y a 3 coureurs d'égout, 2 blitzers. Enfin, c'est catastrophique. Ça peut être compliqué. On en rigole, mais ça peut être compliqué parce que, encore une fois, il a perdu 3 coureurs d'égout. Et donc, du coup, vous voyez, il lui reste 4 coureurs d'égout, mais très peu compés. Il y en a un qui a blocage, aimant de mesurer. Il y en a un qui a bras supplémentaire. Et il y en a 2 qui ont que dalle. Et ouais. Et donc, ça va, pour les playoffs, ça va être problématique. À force de perdre tous ces joueurs-là, Bud Milka, qui fait partie des favoris évidemment, ça se trouve, il ne va pas aller loin parce que la compétition du meilleur chasseur est passée par là, tout simplement. Il a perdu tellement de joueurs. Hein, si on regarde en bas du tableau, on en parlera quand on fera une analyse plus globale. Vous voyez, 1, 2 blitzers, 1, 2, 3 coureurs d'égout. Et puis des compés, hein. C'était pas du petit joueur. Hein. Donc, ça peut être très problématique pour lui sur les playoffs. Hein. Pour Bud Milka. Je pense qu'il s'en rend compte. Et puis, le deuxième, le plus éliminé, c'est Luxgul. Ça, c'est quand même drôle. Luxgul, l'orc. Normalement, les orcs, c'est les plus résistants. Mais lui, il s'est fait défourailler. Alors, il s'est fait défourailler par Mohamed, un orc. Mais il s'est fait défourailler aussi par
par les Skaven de Nabolo et les Skaven de Azroag et Slad-Mortis. Il a perdu notamment un gobelin à 100 000 points. Hein. Il avait un gobelin glissade contrôlé, joueur déloyal. Bam! Dégagé par les Cheesehead. Après, il l'a mis à la poubelle. Hein. Mais c'est bien contre les Cheesehead qui s'est fait éliminer le petit gobelin. 100 000 points, le gob, il a coûté. 100 000 points. C'était le gob le plus cher de l'histoire de la Lutèce, je pense. SSB, enfin l'équipe d'SSB aussi, les Slan, on connaît. Hein, le moindre blitzer perdu, c'est 100 000, 110 000 points. Et lui, on a perdu plusieurs. Hein. Il y en a un là à 110, un deuxième ici à 130 compé par Ankh-Morpork et Alchemy. Un receveur par Garden, puis après c'est des trois quarts de mémoire, mais un trois quarts et un receveur, un trois quarts compé et un receveur, enfin c'est énorme quoi, deux blitzers, deux receveurs et un trois quarts compé, c'est trop pour performer. Déjà presque plus de 1,5 million de points de perdus. Quatrième place, Johnny Velociraptor Ivanovic. Bon, il a égalité de points de perdus avec SSB. Il a perdu plus de joueurs, mais un petit peu moins cher. C'est dur pour lui également. Et puis Olivier Dulac aussi a le même nombre de points de perdus que son compère, enfin l'équipe de son compère SSB. Lui, c'est surtout contre Immuserk qui a pris cher. Hein. Il a pris très cher contre Immuserk, même si contre Actar, il a perdu. Il a perdu un 3 quarts Skaven, mais je crois que. Oui, c'est contre Alaric qu'il a perdu un gros receveur compé, double compé. C'est ça, c'était Michel Michelangelo Mbebe, esquive blocage, sans receveur star qu'il a perdu contre Alaric. C'était à laquelle journée? C'était à la 12e journée. C'était la dernière journée qui s'est jouée. Ça va être compliqué pour Olivier Dulac aussi en playoff parce que du coup, il a perdu pas mal de receveurs. Il en a perdu un autre, je crois, un autre bien compé contre Immuserg. Et donc, du coup, l'équipe, au niveau des receveurs, vous voyez, il y a 3 receveurs et il y en a aucun qui a bloqué esquive. Ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Sans bludger, en playoff, ça va pas être simple. Alors, ils sont plus très loin, je pense. Hein, le receveur garde, il est allé chercher garde, pourquoi pas. Il y en a un qui a esquive, il est plus qu'à 2 points d'avoir celui-là, la rec. Il est plus qu'à 2 points d'avoir esquive blocage. Je pense qu'il ne faut pas qu'il se le fasse sortir celui-là. Il ne faut pas qu'il se le fasse éliminer celui-là parce que sans celui-là, ce sera très compliqué pour lui en playoff. Quoi qu'il en soit, voilà, vous retrouvez les deux tableaux des chasseurs, donc les meilleurs chasseurs et les proies les plus éliminés, les proies les plus faciles, grâce à Scarabée directement sur le site de la Lutèce. Et puis on va voir dans 3 journées qui est le meilleur parmi nous, qui est le meilleur chasseur, même si évidemment Bossk est déjà bien en avance par rapport aux autres chasseurs. Bon, terminons cette longue revue du deuxième tiers en regardant le gratin, les meilleurs joueurs sur les pelouses. Alors, évidemment, on n'aura pas de mer access, hein, je rappelle. Alors, pour vous montrer, c'est ici le Panthéon. Le Panthéon, c'est ici. Et directement, on tombe sur Mer Access. Il y en a d'autres, mais Mer Access, c'était 138 points d'expérience à la fin de la saison. 9 de move, 4 de force. Blocage esquive saut, mais c'était Châtaigne, Tac, Frenzy, Juggernaut. Enfin, c'était le danseur de guerre ultime. 30 touchdowns, 20 sorties. 20 sorties jusqu'en playoff avec Mer Access. Énorme performance de Zaiko, le danseur de guerre ultime. Cette année, on sera très loin des joueurs comme ça. Le meilleur, c'est Kanash Nikash. Il aurait pu choisir mieux comme nom, je vais avoir du mal à dire. Il est déjà quand même à 50 XP de réalisé en 12 journées. Et c'est un des rares joueurs à avoir 4 compétences déjà d'acquises. Esquive, blocage de tête, glissade contrôlée. La base, hein. Vous jouez Renégat, vous avez un elfe noir qui marque et qui porte la balle. Blocage esquive ou esquive blocage, c'est à vous voir dans quel ordre vous le mettez. 2 têtes, glissade contrôlée, voilà, vous avez un joueur parfait pour porter la balle avec les renégats du chaos. C'est ce qu'a fait Nikap. C'est ce qu'a fait Ashram. Et il est déjà à 13 journées jouées. Il est déjà à 14 touchdowns et quand même 4 sorties. Donc il le joue aussi comme un petit safety, mais surtout 14 touchdowns de marqué. Meilleur marqueur, bien évidemment, meilleur marqueur de la Lutèce pour l'instant.
Après, vous voyez, il y a déjà un écart de 6 points. On a quand même un beau joueur qui est la bloqueuse guerrière Jaguar, une belle joueuse, de Dimuzerg. Pareil, un autre joueur avec 4. Ils sont rares, les joueurs avec 4 compétences déjà à la 10e journée. On a donc Dior, la guerrière Jaguar, avec garde, blocage, tacle et pro. Ah, il est allé chercher pro, pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour relancer les dés quand on va chercher à bloquer le porteur de balle adverse. Alors lui, il le joue vraiment comme une marqueuse. Hein. C'est vraiment celle qui marque le plus. 6 touchdowns, c'est la marqueuse de l'équipe. Elle a quand même 2 JPV, mais vous voyez, il ne fait pas de sortie avec. Hein. C'est vraiment la marqueuse. Garde, blocage. Bon, voilà, la blitzeuse classique, Amazon. Hein. Alors, un autre joueur que je voulais vous montrer, qui arrive à la 3e place au podium, et ouais, MBB, ma Big Burger, grâce à ses performances de dingue, il a un blitzer qui commence à défourailler comme pas possible. 4 compétences déjà d'acquises par Crapator Dei, hein, c'est pas Imperator Dei, c'est Crapator Dei. Blocage, châtaigne, tacle et pro aussi. Et alors lui aussi, il est parti chercher un joueur qui saute dans les cages et qui peut relancer un jet raté avec pro. Un jeu soit de saut dans la cage, soit le jet de blocage. 12 sorties déjà de réaliser, et puis une vraie idole des foules avec 4 JPV déjà d'acquise. Donc vous voyez, c'est pas un joueur qui porte la balle, évidemment, lui là, les receveurs pour ça. C'est vraiment le joueur le safety qui casse les défenses adverses, et surtout une vraie idole des foules. Mais beau joueur, alors évidemment MBB se qualifiera pas pour les playoffs, mais en chocolate, il peut faire du dommage. Blocage, châtaigne, tacle, il y a du joueur là. Ça saute dans la cage, et avec pro, c'est même facile, in fine, pour sauter dans la cage et coucher l'adversaire. Il nous manque juste un arracher la balle, et là, on aurait un joueur vraiment parfait pour MBB, pour aller loin en chocolate. Donc voilà les 3 meilleurs joueurs. Alors, il y en a un autre, c'est Alden quand même, parce qu'il a le même nombre de points que Crapator Dei. C'est le blitzer de Seeds. Pareil, il en a fait un joueur merveilleux. Esquive, châtaigne et tacle. Alors lui, il n'a que 3 compes, mais il est plus très loin de la 4e. À 1 point, je crois. Hein, 1 point de la 4e. Esquive, châtaigne, tacle. Voilà, ça c'est le blitzer par excellence, le safety par excellence. 4 touchdowns, donc on voit qu'il quand même il marque avec lui, mais surtout en sortie déjà de réaliser. Pour un elfe noir, c'est à souligner, bravo, très belle perf, et on voit qu'il est très régulier, il a pratiquement à chaque journée il a fait quelque chose, donc vraiment il s'en sert beaucoup de ce joueur. Donc surveillez quand vous jouez contre Seeds, surveillez comment il joue Alden, parce que je pense que c'est vraiment son atout numéro 1 à Seeds. Alors, il y a Vegeta, Prince des Saiyans. Alors, on en parlera parce que ça fait partie de ceux qui sont les meilleurs sorteurs. Donc, on va en parler tout de suite. Mais regardons le meilleur marqueur. Vous voyez, l'écart est déjà grand entre Kanash, Nikash. Il a déjà 3 touchdowns de plus que, par exemple, un Ben Johnson ou une Lucy. On voit parmi les 3 meilleurs marqueurs, il y a deux elfes noirs renégats. Hein. On voit bien que les renégats, ils ont une tactique pour aller marquer, une seule. Hein. C'est celle-là, portée à l'elfe noir. Mais regardons Ben Johnson, c'est parce que lui, on va le retrouver en playoff. S'il survit d'ici là, c'est le receveur d'Alaric. Receveur classique. Hein. Alors classique, presque. Blocage, glissade contrôlée, c'est la base. Mais réception plongeante, je rappelle, ça permet de réceptionner sur un 2+. Pourquoi pas? Moi, à titre perso, je serais plutôt allé chercher une esquive en force pour permettre à Ben Jensen d'esquiver sur des 2+. Mais réception plongeante, ça peut se défendre. Alors là, c'est pareil. On voit que ce joueur ne sert qu'à une seule chose, c'est marquer des touchdowns. 11 touchdowns de marquer en 13 matchs. Bon, il est là pour ça, même si, attention, à la 13e journée contre Pedro et Laraigne, il s'est pris une blessure subie, donc il ne sera pas là à la 14e journée. Donc peut-être que Alaric, qui est déjà en play-off, qualifié, hein, il est déjà en play-off, en tout cas en barrage des play-offs, peut-être qu'il va le garder sur la touche pour la 15e journée, histoire de le garder au chaud pour les play-offs. Hein. Moi, je serais lui, je ferais ça. Hein. Il est déjà qualifié, il n'y a pas besoin de mettre en péril ses joueurs, et vaut mieux les préserver pour les play-offs. Voilà, donc pour les meilleurs marqueurs, le reste, il y a Aria, la Gould des Ingrid City, mais bon, c'est des joueurs qui sont quand même un peu plus loin que la triplette de tête. Regardons plutôt le meilleur sorteur, parce que là, c'est intéressant. Et les meilleurs sorteurs, je parlais tout à l'heure d'Imperator Day qui fait 2e meilleur sorteur du championnat. C'est grâce
et uniquement grâce à un seul joueur, Vorax 13. Vorax XIII, non, Vorax 13, évidemment, le rat ogre de l'équipe d'Imperator Day. 17 sorties en 13 matchs. 17 sorties, meilleur sorteur, évidemment, et de loin du championnat. Jaggerno, griffe blocage. Voilà, le joueur complet. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens te chercher, et je te couche, et je te griffe, et je t'abîme, et tu sors. 17 sorties. Bah presque, ouais, alors il l'a fait en 13 matchs, donc on est à 1,5 sorties par match en fait pour ce joueur-là. Énorme performance du Raogre d'Imperator Day. Le deuxième, Thierry des Royaumont, qui est le revenant des Ingus City, et Vegeta, donc le blitzer orc des Dragon Ball. On va les voir tous les deux, mais ils sont déjà à 4 sorties d'écart avec Vorax 13. Donc individuellement, le Bashlord, à mon avis, ce sera le Raog d'Imperator Day. S'il survit d'ici là, toujours pareil. Parce qu'un Raog, finalement, au sol, ça n'a pas beaucoup d'armure. Je dis ça, je dis rien. Hein, je t'aime beaucoup, JP, mais... N'exagère pas trop. Hein. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont bien en ligne de mire, ton Raogre. Bon, quoi qu'il en soit, le revenant de Bosque, bah, c'est le joueur qui lui permet d'être Bashlord pour l'instant. Châtaigne, tacle, garde. La triplette classique pour un revenant mort-vivant. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ça suffit. On s'arrête là. 13 sorties en 13 matchs. Il a même mis un touchdown et 2 fois JPV. Joueur complet donc, mais évidemment c'est le blitzer de l'équipe, celui qui rentre et qui casse les défenses adverses, qui va chercher le joueur le plus fragile de l'équipe et qui lui met sa châtaigne dans la tronche. C'est comme ça que ça joue les morts vivants. Et là ça joue plutôt bien, 13 sorties en 13 matchs, une sortie par match. Donc vous jouez contre Bosque, vous êtes à peu près sûr que Thierry de Royaumont vous fera une sortie. Voilà, tout simplement. Et donc Vegeta aussi. Il faut parler de Vegeta parce que Vegeta, c'est le joueur qui a fait le meilleur score sur une journée. En J8, contre les petits elfes des bois, il a fait 6 sorties. Voilà, 6 sorties. Alors lui, il l'a positionné sans garde. Lui, il s'est dit, Mamet, il s'est dit, non, moi, si j'arrive à coucher la première fois, je couche la deuxième fois. Donc je vais chercher une frénésie. Châtaigne tacle, le truc classique, et frénésie. J'ai pas besoin de garde, moi. Moi, j'ai besoin de coucher l'adversaire. C'est tout. Et derrière, je lui mets ma châtaigne. Et bah, ça marche très bien aussi pour Vegeta. 13 sorties, donc, et de JPV, et même de touchdown en 12 matchs. Lui, il est encore à 12 matchs, donc on n'a pas encore ses stats de la 13e journée. On rappelle, il a joué contre Buckler et Yaouch. C'était très drôle. Je ne vous dis rien, vous saurez tout très prochainement, mais c'était très drôle. Et donc, meilleur sorteur sur une journée avec 6 sorties contre les petits gnoblards et les gros ogres de Poivre-Abricot. Globalement, voilà les meilleurs sorteurs. Donc après, derrière, il y a quand même Crapator Dei de MBB dont on a parlé. Et puis Trude Ouchball des Screaming Eagles, d'Alaric aussi, qui est là. L'ogre, c'est l'autre big guy qui performe. L'ogre d'Alaric, qui est blocage, garde et projection. Magnifique. Triple compé déjà. Magnifique stat avec 12 sorties réalisées et puis une réussite. Il a fait un lancer parfait, lancer de halfling parfait. Et donc, avec projection, bah, ça va lui permettre de mieux positionner les adversaires pour mieux les agresser au sol. Donc, très belle évolution de l'ogre. On va voir comment il performe en playoff. Ça sera intéressant de suivre cet ogre-là en playoff parce que c'est le deuxième meilleur big guy en fait, du championnat après le Raogre d'Imperator Day. Enfin, je termine par les passeurs parce que c'est drôle. Les deux meilleurs passeurs, forcément, c'est les deux lanceurs au Elf. Et ils sont au même nombre de passes à l'heure où je vous parle. Il y a le lanceur de Martoni et Luix. Et Kellam, le deuxième meilleur pote de Fingolfin. Le lanceur des Fingolfin and Friends de Nico. Nico et Martoni et Luix les ont fait évoluer différemment. Vous voyez que Kellam, il est déjà à 3 compétences. Chef esquive, la base. Plus canonnier, il aime faire les passes, il a envie de faire des longues bombes, donc il est à 22 réussites, 22 passes, mais il a déjà 37 XP de fait, il a fait notamment en J12 4 passes, pas mal. Alors que le lanceur de Martini Luix, il est beaucoup moins évolué. Chef, évidemment, on va chercher une relance. Et puis esquive, on va pas chercher bloc, moi j'aurais mis bloc, et ils sont partis chercher esquive.
Pourquoi pas, ça, c'est très justifié aussi, même s'il esquive sur 2+, en réalité. Hein. Et puis, normalement, il n'est pas aussi collé que ça. Mais par contre, lui, ils font que des passes courtes. Ils font pas des longues passes. Il n'y a pas besoin de canonnier, il n'y a pas besoin de passes, rien du tout cela. On va chercher, on garde de l'expérience pour les playoffs. Lui, il est aussi à 33 XP déjà aussi. Hein. Et puis, donc, il a 22 passes, mais déjà 3 sorties. Donc, vous voyez, il le joue quand même comme un safety. Il va chercher les adversaires. Il le joue vraiment dernière elfe sur la ligne. Et ils vont chercher avec les adversaires. Ils rentrent peut-être dans les cages, on n'en sait rien. D'où l'esquive qui permet de mieux rentrer dans les cages. Voilà pour les meilleurs passeurs et puis les meilleurs joueurs. Donc je répète quand même, les meilleurs joueurs, ça reste pour l'instant le gratin, c'est Kanash Nikash, 50 points déjà de prix. Puis Dior, la bloqueuse guerrière jaguar d'Imuzerk. Krapator Dei, ça on le suivra avec grande attention à la chocolate. Et Alden, le blitzer de Seeds. Seeds est peut-être en passe de se qualifier en playoff, donc pareil, on verra ce qu'ils font sur la fin de saison. Voilà, j'en termine là cette longue et grande vidéo. Je vous dis à très bientôt tous. Alors pour les prochaines aventures, on va voir des vidéos dans tous les sens. On va voir une vidéo du début de la Lutèce Cup Online, évidemment. Je vais continuer mes vidéos avec les Bois de Boulogne Boys et mes performances en ladder officiel. Et puis naturellement, je ferai la prochaine vidéo, très rapidement, ce sera une vidéo avec les performances individuelles de chacun de nous, naturellement, de chacun des coachs, des 60 coachs de la Lutèce. On verra où est-ce qu'ils en sont, même si on en a parlé, en tout cas des meilleurs et des moins bons, on en a déjà parlé en long et en large sur cette vidéo. Je vous dis tous à très 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 bientôt. Salut, je vous embrasse tous. Bonne Pâques, parce qu'on est le 1er avril, donc bonne Pâques tout le monde. Salut, ciao, bons œufs. Et puis on se voit très très bientôt pour les prochaines aventures de l'After Lutèce. Ciao, salut.